Bienvenue dans cette conférence sur le mind mapping, qui aura donc comme sujet le mind mapping, et je l'ai tout simplement intitulé Mind mapping, l'outil pour penser, apprendre et agir efficacement, hein, en toute modestie. Parce qu'effectivement, la carte mentale, vous allez le découvrir, ça a un champ d'application très 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 vaste, que ce soit sur la façon de penser, de prendre des notes, pour l'apprentissage effectivement, et même pour piloter nos actions au quotidien. Dans cette conférence, je vais utiliser deux supports, une carte mentale pour être en cohérence avec le sujet dont je vais parler, et puis une présentation plus classique à la fin où je vous présenterai une progression de carte mentale, comment on apprend de la carte mentale, d'où on part et jusqu'où on peut arriver. Et je vous montrerai les différentes étapes que je propose de vous faire suivre. Donc, je vais commencer par partager mon écran et on va aller directement sur cette carte mentale qui est réalisée avec Xmind, qui est un outil de carte mentale numérique que j'utilise très très souvent. C'est ce qui est mon principal outil de carte mentale numérique. Et on va voir que c'est important d'apprendre la carte mentale à la main, mais c'est aussi important, à mon sens, d'avoir la carte numérique dans votre boîte à outils visuelle, parce que les utilisations vont différer un petit peu. En introduction, qui, quoi, donc qui, je vais me présenter rapidement, et quoi, je vais vous présenter aussi rapidement le programme qu'on va développer ensemble ce soir. Alors, hop, vous avez peut-être déjà vu ce visuel. Si vous êtes là, je pense que vous me connaissez déjà. Donc, je suis Cyril Maître et j'ai deux grandes casquettes. Je suis formateur, formateur en efficience cognitive. Donc, c'est comment je peux vous aider à mieux traiter l'information au quotidien. Et si vous me connaissez, vous savez que je traite de ces trois grands domaines, la lecture efficace, la mémoire, technique et stratégie de mémorisation. Et ma spécialité, ce sont les outils de pensée visuelle, comment avec des mots, des images, on va pouvoir représenter de l'information, quels que soient les usages derrière. Donc, ce qu'on va faire ce soir, ça va toucher prioritairement le troisième point, la pensée visuelle, mais vous allez voir que ça a un impact aussi sur la mémoire et que je ne vais pas en parler ce soir, mais que le mind mapping, je l'intègre directement dans la lecture efficace parce que lire sans prendre de notes, ça n'est pas efficace. C'est pas le seul paramètre, mais pour retenir ce que vous disiez, la carte mentale, c'est pas le seul outil, mais ça peut être un outil qui change vraiment la donne. Et ma deuxième casquette, c'est la clarification visuelle. Donc, c'est un terme que j'ai inventé pour mes pratiques de clarification visuelle. C'est comment utiliser les outils de pensée visuelle pour rendre clair un message, que ce soit pour vous, pour les autres, plutôt à destination des entreprises, pour la communication interne, externe, etc. Donc voilà, on n'est pas là pour parler de moi ce soir, mais c'est plutôt moi qui vais vous parler du mind mapping. C'est le sujet le plus intéressant. Allez, je l'ai pas dit, mais vous l'avez peut-être lu. J'ai aussi été champion du monde de mind mapping en 2018. Euh, donc j'ai la prétention de penser que je connais un petit peu le sujet quand même. C'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué et sur lequel j'ai beaucoup formé également. Et ma plus grande fierté, je le dis souvent, c'est pas d'avoir amené deux médailles de Chine en mind mapping en 2018, c'est plutôt d'avoir formé une grande majorité des champions de France et des champions du monde de mind mapping, ou plutôt que des champions, des gens qui ont été sur les podiums en fait, des championnats de France et des championnats du monde entre ça a commencé en 2019, mais on n'avait pas vraiment d'équipe. J'avais formé des gens qui ont participé, mais à partir du moment où on a eu des équipes et qu'on a déroulé un process qui marche vraiment bien, entre 2020 et 2022, parce qu'en 2023, il n'y en a pas eu, bah, la grande majorité des personnes qui sont montées sur les podiums de nos équipes, euh, la majorité des personnes qui sont montées sur le podium venaient de nos équipes, voilà. Et même, je vois au championnat de France, hein, les 10 finalistes, en général, il y a entre 7 et 10 personnes des finalistes qui viennent de nos équipes. Donc ça montre qu'il y a un process qui fonctionne et que c'est pas une ou deux personnes qui deviennent bonnes en mind mapping, c'est qu'en suivant le process et en pratiquant, tout le monde est capable de faire des cartes et de vraiment révolutionner sa façon de gérer l'information. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va évoquer un peu de théorie, quelques éléments théoriques autour de la carte mentale. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. On va voir les effets et les bénéfices de la carte mentale, le pourquoi l'utiliser. Et ce qui va être important, j'aimerais vous décrire différents usages. C'est pas exhaustif, mais il y en a.
Vous allez voir qu'il y en a pas mal pour vous montrer que c'est vraiment un outil tout-terrain. Souvent, on qualifie le mind mapping de couteau suisse de la pensée visuelle parce que c'est l'outil le plus polyvalent. Il sert à faire énormément de choses et pas que la prise de notes. Contrairement au sketchnoting, qui est vraiment un outil de prise de notes, le mind mapping permet de prendre des notes, mais permet de faire une foultitude d'autres choses. Et je vous montrerai comment vous pouvez passer à la pratique, quelles sont les étapes que je recommande. Et puis, dans le passage à la pratique, je vous montrerai des exemples de cartes entre une toute première carte en premier jour de formation jusqu'à la fin où les personnes sont autonomes et jusqu'au plus haut niveau qu'on peut atteindre en mind mapping. En tout cas, pour ce que j'ai pu voir. Si c'est OK pour vous, on va commencer du coup avec ces quelques éléments théoriques. Donc, on va voir qu'est-ce que le mind mapping, quels sont les grands principes qui régissent une carte mentale. Alors, je parlerai de carte mentale, je parlerai de mind map, de mind mapping. Tout ça, ça va désigner la même chose. C'est ce que vous voyez à l'écran en ce moment. C'est ce dont on va parler. Et quelques éléments sur le pourquoi ça marche. Alors, qu'est-ce que c'est que le mind mapping? En termes de définition, euh, on peut dire que le mind mapping, c'est un outil de représentation visuelle de l'information qui est radial, c'est-à-dire qui part du centre avec une diffusion à partir de ce centre de façon circulaire autour de ce qu'on appelle le cœur de carte. Et c'est vraiment un outil de visualisation d'informations pour prendre des notes, encore une fois, mais pour plein d'autres applications. Euh, je vais être rapide, hein. En plus, je ne suis pas forcément un spécialiste de l'histoire du mind mapping, mais je m'étais un peu intéressé au sujet et j'ai quelques éléments qui peuvent être intéressants à vous dire sur le sujet. Le, le mind map, ça a été inventé et introduit par un psychologue, mais il était étudiant en psychologie à l'époque, qui s'appelait Tony Buzan. Pourquoi qu'il s'appelait? Parce que il est décédé en 2019. Oui, 2019. J'ai plus son âge, mais il était assez âgé. Et quand il était étudiant, il se désespérait de ne pas avoir de méthode d'apprentissage. Et quand il a été à la bibliothèque de l'université, tout ce qu'il a trouvé à l'époque, c'était des livres sur la cognition, sur le cerveau, sur la neurologie, mais il a rien trouvé sur l'apprentissage. Et du coup, il a inventé son propre outil pour ses propres besoins initialement, qui est devenu le mind mapping. Et c'est là où il a eu un coup de génie, c'est qu'il a utilisé les principes qui régissent les techniques de mémorisation, notamment la spatialisation, le multisensoriel, l'utilisation de la couleur, etc., le fait de pouvoir zoomer, dézoomer, etc. Il a, il a pris ces principes et il a regardé comment il pouvait les transcrire sur une prise de notes papier-crayon. Et ça donnait le mind mapping, où on va avoir une structure radiale, un cœur de carte, énormément de liens, parce que la mémoire humaine et le cerveau humain fonctionnent énormément par association d'idées. On va le voir plusieurs fois ce soir. Et donc, il a pris tous ces principes et c'est vraiment son coup de génie, hein, c'est qu'il les a mis dans un outil avec des règles précises. Et ces règles ne sont pas là pour vous embêter. Ces règles sont vraiment là pour faire des mind maps qui soient conformes aux attentes. Et c'est en appliquant ces règles que vous allez voir que vous pouvez avoir une vraie différence sur votre façon de gérer l'information, de prendre des notes, d'apprendre, de mémoriser, de faire des fiches de révision, de vous organiser, etc. Je vous dis ça et voilà, c'est un vrai retour d'expérience. Si jamais on a l'occasion de travailler ensemble sur le mind mapping, ou si vous vous mettez au mind mapping un jour, s'il vous plaît, soyez meilleur que moi, soyez plus rapide. Il y a des règles, par exemple, comme mettre un seul mot par branche. Moi, j'ai mis 3 4 ans à le découvrir. C'est en participant au championnat de France, où bah, c'était dans les règles à appliquer, que je me suis vraiment mis à appliquer cette règle-là. Et par exemple, ça m'a fait passer d'un niveau à un autre. Ça m'a vraiment fait passer au niveau supérieur. Donc ces règles, elles sont précises, elles sont simples. Il y en a un certain nombre, donc quand on les apprend pas en paquet, ça sert à rien pour les appliquer après. Euh, il y en a malheureusement qui font ça, et notamment dans je me suis formé sur plusieurs courants en mind mapping, et dans le courant Busan, c'est ce que j'avais découvert. Ils mettaient toutes les règles d'un coup, et après on faisait des cartes. Et c'est pas comme ça que ça marche le mieux. J'en parlerai plus tard. Donc, Tony Buzan a créé cet outil pour ses propres besoins, et il l'a diffusé ensuite, et il a créé toute sa carrière,
toute son activité autour de ça, avec un succès réellement mondial, hein. Il partait dans le monde entier. J'ai même retrouvé une vidéo où il a formé les enfants de Michael Jackson à l'époque. Voilà. Donc c'était vraiment une pointure sur le domaine, avec un bémol. C'était un peu un ayatollah de la carte mentale, du coup. C'était son bébé et il y avait la carte mentale et tout le reste à côté qui était moins bien. Et je vais vous donner une petite anecdote personnelle. J'ai côtoyé Tony Buzan trois, quatre fois, ok, et plusieurs fois en août 2018 lors des championnats de France de mind mapping que j'avais remporté. Et le lendemain, il animait une conférence atelier toute la matinée. C'était très sympa. J'avais proposé aux organisateurs enfin, qui sont toujours des collègues et des amis, de faire une captation, enfin citation graphique sur mon iPad de la conférence. Et donc, bah, j'étais à côté, comme souvent les facilitateurs graphiques ont fait, on se met à côté de la scène, puis on va capter. Et à un moment, euh, il, euh, il donne un exercice à faire, je sais plus ce que c'était, au public. Et donc moi, je suis en train de mettre en forme ce que j'ai pris en note. Il s'approche de moi. Et donc, c'était pas du mind map que j'avais fait, hein, c'était de la facilitation graphique. Ça ressemble un peu à du sketch note. Et il me dit, ah, c'est bien ce que tu fais, hein, c'est un bon brouillon pour faire des cartes mentales. Voilà. Il était vraiment centré sur la carte mentale et tout le reste, c'était des brouillons, c'était moins bien, etc. Alors, c'est là où je mets un bémol. Moi, je trouve que malheureusement, il s'est pas ouvert aux autres techniques qui sont complémentaires au mind mapping. C'est ni mieux ni moins bien. Le mind mapping a un gros atout, je l'ai déjà dit, c'est l'outil le plus polyvalent. C'est vraiment le plus polyvalent. Et c'est pour moi un excellent point d'entrée dans le monde de la pensée visuelle. Parce que je trouve que c'est plus simple que le mind mapping. C'est beaucoup plus formalisé. Du coup, il y a aussi ses limites, c'est qu'on a toujours la même structure. Mais une fois que vous avez acquis cette structure, ça va vous aider grandement à développer une pensée avec un esprit de synthèse très puissant. En tout cas, ça a été l'effet que ça a eu sur moi et tous les gens que j'ai pu former, niveau praticien, voire maître praticien pour les championnats, surtout les gens qui ont été jusqu'au championnat. Euh, Ça développe vraiment cet esprit de synthèse. Donc voilà sur le côté historique. Donc naissance dans les années, création dans les années 70, avec une propagation jusqu'à maintenant dans le monde entier, jusqu'à la création de championnats nationaux et de championnats du monde qui sont très anecdotiques, hein. C'est pas ça le plus important, c'est pas les championnats, c'est juste une vitrine, ça fait un peu briller les yeux. Le plus important, c'est que dans la vie quotidienne de personnes et de sociétés, ça a vraiment révolutionné la façon d'appréhender l'information. Je vais retourner sur ma carte, du coup. Euh, il y a deux grands types de cartes mentales. En tout cas, c'est comme ça que je vais les cataloguer. Non pas par usage, mais par type. On va avoir la carte analogique, papier-crayon, qui va ressembler à ça. Donc, c'est une carte, je vous la représenterai à la fin de la conférence dans les cartes de progression. C'est une carte sur la règle de construction d'un mind map. Et ça, c'est une carte de niveau praticien. C'est-à-dire qu'après une formation de praticien, en pratiquant un peu, tout le monde est capable de faire des cartes comme ça. C'est une carte extrêmement simple. Il y a juste des... Il faut comprendre, il faut apprendre comment ça marche et pratiquer un peu. Mais je sais pas, je pense pas parmi vous qu'il y ait des gens qui soient formés avec moi, je pense pas ce soir. Euh, mais voilà, tous ceux qui se forment avec un petit peu de pratique, vous arrivez à faire des choses comme ça au quotidien. Et la carte numérique, je ne vous ai pas montré d'exemple particulier parce que l'exemple, vous l'avez sous les yeux, ok, avec un logiciel. Et vous allez voir comment j'utilise la carte. En l'occurrence, là, ce soir, vous avez la version présentation de la carte. Ça peut aussi servir d'outil de présentation. Donc voilà sur qu'est-ce qu'une carte mentale. Donc la définition, voilà, un petit peu d'histoire, hein. Retenez ce nom de Tony Buzan si vous ne le connaissez pas. C'est une personne qui a eu un impact majeur au XXe siècle sur le mind mapping, bien sûr, parce que c'est l'inventeur du mind mapping, qui a eu ce coup de génie de créer cet outil avec ses règles. Et il a eu un gros impact sur le monde de la pensée visuelle en général, hein. Le mind mapping a vraiment défriché le terrain sur les outils de pensée visuelle ensuite. Les principes fondamentaux sur lesquels repose le mind map, alors c'est pas les règles, il y en a six. Euh, Là, c'est un petit peu différent, c'est des grands principes. Le premier, euh,
que je vous ai choisi, c'est la structure en arborescence. Cette structure radiale, hein, c'est le fait de partir d'un cœur de carte et puis d'aller du centre vers la périphérie. Ok. Et c'est une façon de structurer, de hiérarchiser l'information. Plus on est près du centre, ça c'est quelque chose d'important. Sur une carte mentale, plus vous êtes près du centre, plus vous êtes sur des informations importantes. Et plus vous allez vers la périphérie de la carte, plus vous allez vers les bords de la feuille ou les bords de l'écran, plus vous êtes sur du niveau de détail et de précision. Ok. Et c'est important que ça se voit. Il y a plein de façons de faire en sorte que ça se voit, que ce qui est important ressorte plus. Euh, Ça repose sur le grand principe de pensée visuelle, sur la définition de la pensée visuelle que je vous ai donnée dans l'introduction quand je me suis présenté. Hein, la pensée visuelle, c'est comment vous allez pouvoir, avec des mots et des éléments graphiques, représenter de la pensée visuelle. Donc on a bien une expression verbale sous forme de mots, une expression graphique sous forme de pictogramme et sous forme de branches, de connexion entre les branches. C'est comme ça qu'on va représenter l'information. Ça, c'est extrêmement important, cette notion de mots-clés. On ne va utiliser sur un mind map que des mots-clés. Euh, alors, j'ai pas respecté cette règle sur cette carte-là, parce que c'est pas une règle que je respecte à 100% sur les cartes numériques. Pour les usages, c'est un peu différent. Par contre, quand je fais des cartes manuscrites, plutôt sur la prise de notes, les cartes de synthèse, etc., c'est extrêmement important, en fait, des cartes analogiques, des cartes papier-crayon, c'est extrêmement important de raisonner sous forme de mots-clés. Si je vous remonte celle-ci, par exemple, vous voyez, ce sont vraiment des mots-clés, et ces mots-clés, je vais les connecter grâce aux branches de façon logique et hiérarchique. J'ai vraiment un mot par branche, ça c'est extrêmement important. J'aurai l'occasion de le dire et de le redire dans la formation praticien. Ensuite, l'utilisation de la couleur. Ça, c'est lié aussi aux techniques de mémorisation. C'est quelque chose qu'il a dupliqué. L'utilisation bien particulière de la couleur. Alors, dans les règles Busan strictes, hein, on utilise la couleur pour catégoriser. Vous voyez que là, j'ai une couleur par branche de premier niveau et puis les ramifications. C'est géré automatiquement par Xmind. C'est pas forcément le meilleur choix de couleur. Je vous expliquerai quand on fait des cartes à la main qu'on met de la couleur. Il y a des subtilités pour faire en sorte que les branches ressortent vraiment les unes par rapport aux autres. Mais la couleur permet vraiment de créer des aires visuelles. Et puis, on peut sortir des règles typiquement Busan. Il y a d'autres utilisations de la couleur pour hiérarchiser, notamment pour faire ressortir la hiérarchie, pour créer des codes personnels sur des choses redondantes. C'est des détails que j'expliquerai dans la partie pratique de la formation. Et puis bien sûr, l'utilisation d'images, de pictogrammes, c'est absolument capital. Ça renvoie hein, avec la pensée visuelle. J'aurai l'occasion de vous en reparler ce soir. Les pictos, c'est super important pour plein de choses. Ça aide à la mémorisation, ça aide à se repérer sur la carte, ça aide à, quand vous faites vos pictos vous-même sur une carte manuscrite, ça aide grandement à la mémorisation. Ça fait beaucoup appel à la mémoire épisodique, ce qu'on appelle la mémoire des épisodes de votre vie. Vous allez savoir, vous allez vous rappeler du moment où vous avez fait votre picto en général, pourquoi vous avez choisi ce picto. C'est assez marquant en général. Donc voilà, c'est pas exhaustif, mais voilà quelques grands principes sur lesquels repose vraiment la construction de la carte mentale et qui expliquent son efficacité. Rapidement, le pourquoi ça marche. Euh, donc pourquoi ça marche? Ben, tout simplement, je vous ai mis quelques conséquences en fait de l'utilisation de ces principes. C'est pour ça que ça marche. Le premier, c'est ce qu'on appelle la pensée associative. C'est une pensée qui est tout à fait naturelle. Notre cerveau fonctionne par association de pensées. Le cerveau, il crée des liens en permanence. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et tout simplement, Tony Buzan a utilisé cette capacité naturelle du cerveau et s'est demandé comment il pouvait le représenter. Ça donnait le mind mapping. Cette façon de faire du lien en arborescence de la chose la plus importante vers la chose la plus détaillée. Donc c'est une des, un des éléments qui fait que ça marche si bien le mind mapping. Pourquoi ça marche? Parce que ça a un impact fort sur votre mémoire. Euh, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle la théorie du double codage. C'est ancien, c'est Pavio qui avait découvert ça dans les années 70. Il avait montré qu'on comprend mieux, qu'on retient mieux
Une information, quand elle nous est à la fois, hein, c'est bien à la fois présentée sous forme verbale, sous forme de mots, et sous forme visuelle avec des images. Alors, à l'époque, lui, il utilisait plutôt des images, des photos ou des images, pas des pictogrammes, mais ça marche d'autant plus avec un pictogramme que vous dessinez vous-même. Je vous rassure, hein, j'ouvre une parenthèse, je ne vais pas trop y revenir ce soir, c'est pas la thématique. Le dessin pour la pensée visuelle, si vous pensez que vous êtes nul en dessin, c'est fait pour vous. C'est que de la méthode, c'est extrêmement facile à apprendre. Si vous avez peut-être suivi les formations Pictomaster ou Pictomaster personnage, vous avez vu combien c'est facile et combien on obtient un résultat rapidement. C'est de la méthode et ça n'a rien à voir avec le dessin artistique. Donc vous allez pouvoir très très vite intégrer des visuels à vos cartes. Donc ça a un vrai impact parce qu'on utilise à la fois le verbal et le visuel. Et puis, je ne l'ai pas mis ici, mais je l'ai dit précédemment déjà, le fait de faire un picto à la main, ça ancre vraiment l'information dans votre mémoire épisodique. Ça va vous rappeler ce moment où vous avez fait ce picto. Alors, cerveau total. Je mets cette expression entre guillemets, parce qu'à l'époque, Tony Buzan parlait de cerveau droit, cerveau gauche. Il y a même eu un prix Nobel sur le sujet, mais ça a été, et à dessein, ça a été, le mot m'échappe. C'est tout à fait juste que ça soit remis en cause. On a montré qu'on n'avait pas un hémisphère droit et un hémisphère gauche qui travaillent différemment, les deux sont entièrement connectés. Par contre, ce qui est intéressant, c'est même s'il n'y a pas de réalité physiologique derrière ça, la description de ce qu'on disait que faisait le cerveau droit et le cerveau gauche, je trouve que c'est assez juste, non pas physiologiquement, mais en termes de fonctionnement de notre cognition. Et effectivement, on a une façon de penser qui est plutôt analytique et logique, et une autre partie qui est plutôt créative, spatiale, et qui va utiliser beaucoup d'images. Et on a souvent une prédominance sur un mode de fonctionnement ou sur l'autre, hein. Je ne sais pas s'il y a des comptables parmi nous, mais quand vous parlez avec un comptable qui adore la compta, etc., on a quelqu'un qui est, des fois c'est surprenant, moi c'est pas du tout mon cas, qui raisonne vraiment avec un tableau Excel, qui a des cases, des colonnes, etc., et qui s'en sort très bien comme ça. Et d'autres personnes vont être en apparence beaucoup plus fouillis, mais créent des liens, s'y retrouvent comme ça. Et ce qu'on peut faire avec le mind mapping, c'est prendre le meilleur des deux mondes. On va avoir quelque chose de très analytique, de très structuré, et en même temps qui va vous permettre d'exprimer pleinement votre partie créative, voire intuitive. On peut faire émerger des choses à partir des liens, surtout quand on utilise le mind map dans une démarche de développement personnel, par exemple. On peut avoir des prises de conscience en dessinant un mind map, en connectant des mots-clés qui nous viennent, des choses où quand on reste juste au niveau de la pensée, bah, ça n'émerge pas. Ça nous est avec Claudia qui m'accompagne dans mon travail, euh, qui est spécialiste en neurosciences, en sciences comportementales. On l'a vu plein de fois dans des accompagnements, ça. Donc, outil cerveau total, on va, vous allez tirer vraiment pleinement parti de vos des différentes façons de fonctionner de votre cerveau, hein. Et ça peut être plus ou moins hypertrophié ou atrophié. Et là, ça permet d'équilibrer tout ça. Alors ça, c'est super important, la réduction de la charge mentale. Pourquoi ça? Parce que contrairement à la prise de notes linéaire, contrairement au fait de traiter l'information sous forme de texte tout le temps, ce que vous allez faire ici, vous allez créer ce que j'appelle un système d'information visuel. Un système d'information au sens propre du terme, pas dans le sens informatique, réseau d'ordinateurs dans l'entreprise, etc. C'est pas dans ce sens-là que je parle, je prends vraiment au sens premier des mots. Un système d'information, ça va être votre capacité à détecter les mots-clés, à les identifier et à les mettre en forme, les mettre en relation pour créer un système entre eux, pour montrer les interactions qui existent entre ces différents éléments. C'est exactement ce que vous voyez là sur cette sous-carte. Vous avez des mots-clés qui sont liés entre eux pour vous montrer l'arborescence, la structure de l'information que je suis en train de vous expliquer. Ça vous permet d'aller à l'essentiel très vite et plutôt que d'avoir à aller déchiffrer les liens euh, qui sont écrits sous forme de texte, en fait. C'est plus compliqué. C'est faisable, hein, mais c'est plus compliqué. D'ailleurs, quand vous allez lire des textes,
si vous développez suffisamment votre compétence de mind mapper, vous allez voir que quand vous lisez, vous faites la carte dans votre tête. C'est très amusant avec l'habitude, c'est ce qui se passe. Donc, c'était les quelques éléments théoriques que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les poser dans le chat. Vous pouvez activer vos micros maintenant pour poser vos questions. Je vous laisse me dire. S'il n'y a pas de questions, c'est très bien. Soit je vous ai endormi, soit c'était clair. Pas de micro qui s'allume. Bon. Et je ne vois personne qui écrit, donc ça doit être clair. On continue? C'est parti? Donc on va aller sur la deuxième partie de la carte. Hop, je reviens sur ma carte mère ici. Donc on a vu la théorie, on a vu ce qu'était un mind map, euh, les principes fondamentaux et du coup les effets de ces principes, pourquoi ça marche. On va voir maintenant les bénéfices que vous pouvez tirer de la pratique du mind mapping. Vous allez voir, ça va être en lien avec ce qu'on a dit précédemment. Hop, j'ajuste la carte au mieux. Voilà. Donc on va voir les bénéfices dans quatre pôles, dans quatre pôles particuliers, la créativité et l'innovation, ce que ça fait sur votre capacité de compréhension et de mémorisation. Les deux sont liés, mais on n'a pas forcément besoin de mieux comprendre pour mémoriser. Mais si vous voulez mémoriser, vous serez obligé de mieux comprendre. Ça facilite grandement les choses. Mais la compréhension peut avoir d'autres usages derrière que la mémorisation. Hein. Et ça va vous aider aussi à organiser vos idées. Alors, la créativité. Euh, donc, pourquoi vous allez avoir un bénéfice direct sur votre capacité à trouver des nouvelles idées, euh, à mettre en forme les idées d'une façon différente? C'est parce que vous stimulez cette fameuse pensée associative, le fonctionnement naturel dont je vous parlais. Le fait de prendre l'habitude de connecter les idées les unes aux autres. Quand vous serez dans un processus de réflexion créative, quand vous aurez besoin de produire de la matière, produire des nouvelles idées ou un nouvel arrangement d'idées, le fait de pouvoir faire ça avec euh, la carte mentale numérique ou encore mieux avec la carte mentale manuscrite, euh, vous allez voir que le fait de connecter les idées les unes avec les autres, ça va vous permettre de développer cette façon de créer du lien. Et parfois de créer du lien qui n'aurait pas émergé si vous étiez juste resté au niveau de la réflexion. Le fait de poser les mots sur des branches, de les connecter sur le papier ou sur l'ordinateur, le fait de poser ça, ça cristallise, ça rend presque matériel votre idée et ça vous permet de vous appuyer sur ça pour aller plus loin. Ce que je dis, ça va être le même effet qu'on va avoir en brainstorming ou en travail collectif. Le fait de poser, vraiment d'écrire les mots-clés sur des branches et de les connecter entre elles, c'est un effet absolument impressionnant. Et ça vous permet de créer du lien, de prolonger votre réflexion, votre pensée dans des endroits dans lesquels vous n'auriez pas été si vous étiez juste resté au niveau de l'idéation. Ça encourage la visualisation. Alors ça, c'est vraiment fort, cette notion de visualisation, sur ces deux aspects, à la fois sur la construction de la carte. euh, C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, je peux que vous en parler. Si vous vous formez, si vous pratiquez, vous allez voir que pour tout le monde, ça marche pareil. C'est des échanges que j'ai eus avec des facilitateurs graphiques, notamment. Quand on a l'habitude de traiter l'information en arborescence, comme ça, en créant des liens logiques, ce qui se passe, c'est quand vous captez de l'information, quand vous écoutez de façon active, quand vous lisez de façon active, vous a- avec l'habitude, les mots-clés ressortent. C'est logique, en fait. Les mots-clés ressortent rapidement et vous allez visualiser votre carte, vous n'avez plus qu'à la dessiner progressivement. Quand on lit un livre, par exemple, ou un article, c'est vraiment ce qui se passe. Quand on fait une fiche de synthèse d'un cours, c'est vraiment ce qui se passe. Ça vous permet de visualiser ce système d'information dont je vous parlais avant et de le construire sur votre feuille petit à petit. Ensuite, ça va permettre, j'en parlerai dans les applications d'apprentissage notamment, de réviser de façon ultra efficace avec la carte mentale. Euh, Vous allez pouvoir vous balader mentalement sur la carte mentale pour ceux qui ont pratiqué un peu les techniques de mémorisation, qui ont suivi des conférences ou des formations avec moi. Peut-être que le nom de la technique de la méthode des lieux ne vous est pas inconnu, la méthode du palais mental, ce genre de choses.
Palais mental, c'est très bien, on spatialise l'information dans une pièce ou dans un lieu physique ou théorique, comme ça en 3D. Sauf que si vous arrêtez de réviser ou d'utiliser cette information, à un moment donné, ça va s'effacer. Une carte mentale, vous pouvez l'utiliser exactement comme un palais mental. Vous baladez mentalement dessus, sauf que vous avez un support papier-crayon, vous avez une carte numérique. Alors, typiquement pour ce genre d'application, plutôt la carte manuscrite, hein, c'est 10 fois plus puissant. Parce que vous allez faire vos propres pictos, vos propres couleurs, vous allez choisir vos propres mots, vous allez les écrire. C'est bien plus impactant pour votre mémoire que de faire ça à l'ordinateur. On va utiliser la carte numérique en situation d'apprentissage, mais sur une vision beaucoup plus macro. Quand on fait de la fiche de synthèse, vraiment faites des cartes manuscrites, c'est plus efficace. Et donc, il y a une façon de réviser, j'en parlerai un petit peu plus tard, une façon particulière de réviser avec la carte mentale où on va vraiment visualiser. C'est hyper intéressant. Ce que j'appelais divergence contrôlée, c'est pour canaliser notre recherche, notre faculté de créer des associations d'idées sur un sujet. Autant ça peut être une force, autant à un moment donné, ça peut être aussi une faiblesse, hein. Vous connaissez cette expression, avoir le défaut de ses qualités. Quand une qualité est exprimée trop fort, ça devient un défaut. Et si vous avez cette capacité à avoir plein d'idées tout le temps, à créer des liens, etc., à un moment donné, ben, vous n'en faites rien parce qu'il y en a trop. C'est pas canalisé. Ok. La divergence contrôlée, c'est une façon de canaliser cette énergie créative avec la carte mentale. Et comment on fait ça? Avec ce que j'appelle la notion de préparation de la carte. C'est de définir clairement son cœur de carte et ses branches de premier niveau. Le fait de définir ces branches de premier niveau, plutôt que d'aller tout azimut, vous allez déjà, par rapport à votre objectif de réalisation de carte, votre objectif de recherche, vous allez définir les grandes directions que vous voulez explorer. Et à partir de ces grandes directions, vous allez aller en profondeur ensuite par association d'idées. Mais déjà, ça va vous permettre de canaliser dans ces grandes directions plutôt que de partir à 360 tout azimut. Et quand on fait ça, plutôt du coup avec la carte numérique, quand on est en idéation, en, en création de plans, d'idées, etc., on va pouvoir copier, déplacer les branches. Vous voyez, c'est extrêmement intuitif. Celle-là, elle va là, par exemple. Bon, là, c'est pas le cas, hein. Mais je vais pouvoir modifier ma carte très vite et ça évite de faire 50 fois une carte manuscrite dans les phases de reconstruction. Par exemple, cette conférence, ce que vous voyez là, cette carte, c'est ma carte de présentation, mais c'est aussi ma carte de construction. Euh, D'habitude, ce que je fais souvent sur les conférences d'introduction, je les fais sous forme de facilitation graphique. Et si vous avez vu les dernières sur le sketchnoting, sur la mémoire, sur la lecture, vous avez peut-être vu ces conférences que j'ai données. Donc, je fais tout en facilitation graphique sur mon iPad, mais chacune des conférences est préparée avec un mind map qui ressemble à ça. Ok. Donc, ça me permet de mettre en forme mes idées, de mettre de l'ordre. J'en parlerai dans les usages tout à l'heure. Donc, effet bénéfice, vraiment, sur votre capacité à générer des nouvelles idées, c'est extrêmement puissant. Alors ça, c'est sans doute le plus important pour moi. Euh, c'est ça la clarification visuelle, en fait. C'est comment les outils de pensée visuelle vous permettent de mieux comprendre et de faire mieux comprendre, suivant la posture que vous avez par rapport à une information à un moment donné. Donc, cet effet-là, il est dû d'abord à l'utilisation des mots-clés. Retenez bien ce terme de créer un système d'information, hein. Cette façon d'utiliser des mots-clés, de les mettre en forme, hein, c'est ça qui va donner la hiérarchie. Le fait d'utiliser les mots-clés, ça va vous permettre d'aller à l'essentiel. Et c'est cet essentiel que vous allez connecter. Ça va vous donner à la fois une vision d'ensemble et de détail. Hop, c'est ce qu'on va mettre ici. Ça vous permet vraiment de développer cette vision d'ensemble d'un sujet. Alors là, vous ne l'avez pas encore parce qu'on n'a pas déplié les branches, mais ça vous permet d'aller rapidement à partir de la vision d'ensemble. Quand vous avez bien identifié, par exemple, les quatre grandes thématiques sur lesquelles on va discuter autour des effets, ça vous permet, quand vous êtes sur l'utilisation des mots-clés, vous savez que vous êtes dans la compréhension, et la deuxième partie après la créativité et l'innovation. OK?
Et donc ces mots-clés, on va les structurer de façon hiérarchique pour créer notre système d'information. De façon radiale, encore une fois. Plus on est près du cœur de carte, plus c'est important. Plus on est sur la périphérie, plus on est sur du détail et de la précision. Et on va beaucoup jouer sur cette notion de vue d'ensemble et qui permet, c'est le seul outil que je connaisse, hein, qui permet d'être, qui est aussi efficace pour développer une vue d'ensemble et de plonger dans un détail particulier sans perdre le sens de la globalité. Et c'est quelque chose qui va nous servir énormément sur les techniques d'apprentissage, de mémorisation d'informations avec la carte mentale. Et également, alors ça, c'est pas quelque chose qu'on fera en formation Zoom, mais quand je suis en entreprise, je fais pratiquer la prise de parole en public avec une carte mentale. Et vous pourrez vous exercer, hein, même en famille, pour tester. Vous verrez, c'est impressionnant. Vous faites un exposé sur un sujet. Et donc, vous gardez le contact de façon naturelle avec votre auditoire et vous allez juste à plonger vous voyez votre carte dans sa globalité et vous plongez, cherchez deux, trois mots-clés comme ça et vous extrayez ces informations et vous discutez autour de ça sur un sujet que vous connaissez, hein, c'est mieux. Et ça vous permet de zoomer, de dézoomer sur l'information comme ça. Et là, clairement, euh, on peut avoir un peu cet effet avec le sketchnote ou la façon graphique, mais c'est pas aussi puissant que le mind map pour ça. Donc vraiment la compréhension, hein, c'est lié à la création de ce système d'information. Euh, Si vous avez fait des formations sur la lecture avec moi, on a tout un module justement sur la compréhension, la clarification d'un texte. Et in fine, ce qu'on s'aperçoit qu'on pose ça sous forme de mind map, de sketchnote ou de prise de notes linéaires structurées. C'est toujours cette même logique de synthèse qu'on va avoir, d'identifier les idées clés, le niveau hiérarchique et de connexion entre elles. L'avantage du mind map, c'est qu'on a une façon de représenter cette structuration très naturelle en fait. Ensuite, les impacts sur la mémorisation. Alors, j'ai déjà parlé de certains éléments. Pour bien mémoriser, il faut d'abord bien comprendre, hein. Vous connaissez peut-être cet adage, comprendre avant d'apprendre. Du coup, ce que j'ai dit précédemment, même si ça ne s'applique pas qu'à la mémorisation, c'est le prérequis pour bien apprendre, pour bien mémoriser. Euh, le deuxième élément, j'en ai déjà parlé, c'est le fait d'utiliser des pictos que vous faites vous-même sur vos cartes mentales, sur vos mind maps. Alors, je ne l'ai pas dit, j'aurais pu le dire en préambule, carte à mémoriser égale carte manuscrite, hein. Si vous voulez mémoriser de l'information pour des formations, des cours, etc., soit prenez des notes en direct sous forme de carte mentale, c'est tout à fait possible, mais ça demande un certain niveau. Ok. Et par contre, très très rapidement, ce que vous pourrez faire, c'est vos fiches de synthèse sous forme de carte mentale à partir de vos cours. Euh, ou à partir de livres, ou à partir de cours en ligne, enfin voilà, des cours qui sont déjà faits. En général, c'est bien structuré et les cartes mentales sont très faciles à faire. Il faut juste identifier les grands points de chaque partie et comment ça s'articule. Et le fait de dessiner vos propres pictos, je vous montrerai comment faire en formation, encore une fois, c'est vraiment simple. Et le fait que ce soit vos pictos, il y a quelque chose voilà, qui se crée, vous verrez quand vous pratiquerez. Et quand vous allez visualiser cette carte, comme j'expliquais dans créativité et innovation, ça facilite vraiment la visualisation des cartes. C'est vous, c'est le picto qui reviendra en premier. C'est ça qui va se rappeler dans votre mémoire. Les pictos, hein, ça a vraiment deux fonctions. Ça permet de se repérer très vite sur une carte quand on la regarde. Et il y a un vrai effet mémoriel en fait. C'est la chose qui nous revient en mémoire en premier. Et puis, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, ça va grandement faciliter vos révisions, et notamment ce qu'on appelle les révisions espacées. Euh, En fait, quand on va mémoriser avec une carte mentale, on va faire ça en deux temps. On va avoir un encodage avec une méthodologie particulière, j'appelle ça le questionnement rapide. Donc c'est quelque chose qu'on teste aussi en formation. Euh, je vous fais mémoriser en 7-8 minutes une carte mal faite, dense, en noir et blanc, sur un sujet qui ne vous intéresse pas. Et pourtant, ça marche. Et pourtant, ça marche. En 7 minutes, vous êtes capable de récupérer 80-90% des informations de la carte. Et je vous laisse imaginer quand c'est une carte que vous faites vous-même, que vous investissez du temps, que vous mettez de la couleur, vos pictos, etc. C'est encore plus rapide.
J'ai testé ça sur pas mal de fois. J'ai une image qui me revient d'un enfant que j'avais fait un coaching famille, entre guillemets, sur la mémoire et les outils de pensée visuelle. Et un enfant où il était en primaire et la maîtresse enseignante de l'enfant avait dit à ses parents de façon, il est voué j'avais trouvé ça d'une violence. Votre enfant est voué à un échec scolaire, de toute façon, il n'est pas capable d'apprendre. C'était juste qu'il fonctionnait pas forcément selon les canons je vais peut-être pas dire de l'éducation nationale, mais de cette enseignante en tout cas. Et on avait pris un cours d'histoire, je me souviens, c'était sur l'Antiquité, je crois que c'était sur Rome, quelque chose comme ça. On avait pris un cours, donc il y a des façons de transmettre, hein, j'en ai parlé plusieurs fois, euh, faire pour, faire avec et faire faire. Là, j'avais fait la carte avec lui, il l'avait mise en couleur, il avait fait ses propres pictos. On a utilisé ce que je vous ai dit en méthodologie d'encodage ici. Et en 5 minutes, il avait appris sa carte, quoi. Il avait les yeux qui brillaient. Et non, t'es pas idiot, en fait. Je suis pas idiot. J'ai vraiment la mémoire qui fonctionne bien. C'est juste que j'avais pas forcément les bons outils. Et je me dis à 9-10 ans, quand un enfant a cette révélation-là, ça peut vraiment jouer sur- ça peut décoincer quelque chose, quoi. C'est pour ça que c'est important que les enfants soient aussi formés en même temps que les enfants pour qu'ils puissent accompagner sur le long terme ce processus. Et les révisions espacées, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme, c'est très connu. On parle souvent de réviser au jour zéro, euh, le lendemain, une semaine après, un mois après, 3 mois après, comme par magie, c'est dans votre mémoire à long terme. Désolé, ça marche pas comme ça. En tout cas, ça n'a jamais marché pour moi ni pour les personnes que j'ai accompagnées. Par contre, le principe est très juste. C'est le principe de réviser de façon très proche au départ et d'espacer de plus en plus ces révisions. Donc il y a plein de logiciels qui font ça. Je pense à des logiciels comme Anki que vous connaissez peut-être, qui est vraiment un logiciel qui est fait pour ça, un logiciel de flashcard où j'ai la question sur une face, la réponse sur l'autre. Et en fonction, vous auto-évaluez, en fonction de votre facilité de réponse, il a un algorithme qui vous reprogramme l'apparition de cette carte au meilleur moment. Donc ça va s'espacer de plus en plus. Donc pour du vocabulaire, etc., ça peut être en langue étrangère, ça peut être intéressant. Avec la carte mentale, on va utiliser le même principe, mais on va avoir une utilisation très très particulière. Ce qui va nous permettre d'être réellement là, hyper efficient dans nos révisions. On va créer notre carte de référence. À partir de là, on a 3 modalités de révision. Et ça va permettre d'identifier très très vite les endroits où on a du manque sur un domaine particulier. Et on va mobiliser notre énergie uniquement sur ces endroits où on a du manque. Ce qui fait qu'on va aller très vite dans la révision, très vite dans la réactivation. Et dans le réapprentissage, s'il y a besoin sur un élément, c'est pareil, on va se concentrer que là-dessus, quoi. Donc il n'y a pas besoin de tout balayer tout son texte 10 fois. Pour ceux qui révisaient en relisant 10 fois un cours, par la répétition, en imaginant que à un moment donné, ça va bien rentrer, hein, à force de répéter, malheureusement, ça marche pas comme ça. Voilà. Je vous le dis aussi en connaissance de cause, c'est ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Voilà. Et ça n'a jamais très très bien marché. Euh, et un dernier bénéfice, dernier effet que j'aimerais développer avec vous, c'est cette capacité à organiser vos idées. Donc dans la compréhension, c'est en général les idées des autres, mais c'est important de pouvoir organiser vos propres idées, partir du chaos vers la structuration. Alors c'est pareil, le mind mapping ne suffit pas. C'est la méthode que j'utilise avec le mind mapping pour ça. C'est quelque chose qu'on voit aussi en formation. Comment j'organise mes idées rapidement, en 2 ou 3 temps. C'est hyper puissant. Et c'est dans les usages qu'on va voir, c'est typiquement ce qu'on a en travail collectif, que ça soit sur des projets quand on est étudiant. Je pourrais vous parler tout à l'heure d'une expérience que j'ai eue. Ça fait gagner un temps énorme. Vous connaissez ces réunions où tout le monde parle, personne ne s'écoute et il n'y a rien qui ressort. Voilà. Et ben avec le mind map, c'est fini ça. Je vous raconterai une anecdote là-dessus dans les usages. Et ça va aussi être super utile dans tout ce qui est séance de brainstorming en entreprise. J'en parlerai aussi dans les usages. Et pour la préparation, alors préparation pour l'étude d'un projet, la mise en place d'un projet, ou ce que j'appelle la préparation à la production. Ce que j'appelle cette production de savoir, entre guillemets, d'idées.
quand vous avez une réunion à animer, une prise de parole à faire, un article à écrire, vous avez des idées, vous devez les mettre en ordre. Et là, ça vous fait gagner un temps énorme, le mind mapping. Encore une fois, vous avez l'exemple sous les yeux d'une préparation d'une conférence. J'ai pas mis la journée à préparer cette conférence, hein, ça va vite en fait, hein. À partir du moment où vous avez une connaissance de votre sujet, mais que c'est pas clair de la façon dont vous allez l'exprimer, posez vos idées sur la carte mentale et vous allez voir quelle est la meilleure façon de présenter ça. Est-ce que ça va pour les effets et les bénéfices? Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je peux passer à la suite? Je vais regarder dans le chat. Je vois qu'il y a eu de l'activité. Alors, Sarah, le logiciel, c'est Xmind. Oui, tout à fait, c'est Xmind. Xmind, la nouvelle version. Il y a Xmind 8 qui était l'ancienne version, qui n'est plus développée maintenant, qui est dans la version Pro, je dirais pas plus puissante. Il y a des fonctionnalités qui n'ont pas été encore recodées dans la nouvelle version, notamment dans la gestion de projet. Et c'est un vrai manque, à mon sens. Mais en termes de présentation des cartes et en termes de simplicité et d'ergonomie du logiciel, ils ont fait un super travail. Alors, Sarah, les mots-clés sont-ils des mots, des concepts ou des verbes? Alors, dans la version Busan, un mot-clé, c'est un mot par branche. Donc, si vous avez quelque chose qui est très important de l'ordre de, je sais pas, des voitures rouges, hyper important, le mot-clé, c'est pas voiture rouge, c'est le premier élément, c'est le plus important, c'est la voiture, et son adjectif qui va être secondaire, je vais le mettre sur une autre branche après, ça va être rouge. Parce que peut-être qu'après, qu'on va parler de voiture bleue, donc je vais tracer une autre branche à partir de voiture et je vais mettre bleu. Vous voyez la logique? Voilà. Ça peut être des mots, des verbes. À une époque, en championnat, il disait que les adjectifs étaient moins puissants. Moi, je me suis un peu battu, entre guillemets, quand j'ai fait partie de l'arbitrage pour dire que non, un adjectif, ça peut être aussi important. Ok. Les adverbes moins, en général. Voilà, c'est pas ce qu'on va utiliser. Et très souvent, on n'utilise pas d'article. Le mot simple. Voilà, écrit en majuscule, bien, bien visible. Les révisions espacées sur le busan aussi, une heure, une semaine, etc. Oui, c'est pas. C'est un ami qui m'avait donné cette astuce. C'était purement intuitif hein, de sa part. C'est d'utiliser la suite de Fibonacci. Il reprend quand vous le divisez, ça rapproche petit à petit du nombre d'or. La suite de Fibonacci, elle est très facile à retrouver. Vous partez du zéro, le nombre d'après c'est un, et vous allez additionner les deux derniers chiffres. Donc 0 plus un, ça fait un. Donc j'ai 0, 1, 1. Donc un plus un, ça fait 2. Ok, donc j'ai 0, 1, 1, 2. 2 plus un, ça fait 3. 3 plus 2, ça fait 5, etc., etc. Ok? Et ça va vous donner le nombre en jours euh, sur lequel vous allez espacer depuis la dernière révision. Donc 0, vous révisez le soir même. 1 jour après. Un jour après la veille. Donc vous révisez 2 jours à suivre. 2, vous laissez une journée et vous laissez pour réviser le surlendemain. 3, vous laissez passer 2 jours à partir de la dernière révision et le troisième jour, vous révisez, etc., etc. Vous révisez énormément au début, ça va s'espacer très très vite. Et l'important, la plus grosse perte, le plus gros risque de perte d'information, c'est au début en fait. Parce que à chaque fois que vous révisez, vous renforcez les engrammes d'information. L'engramme, c'est les connexions entre les neurones. Et on estime qu'un neurone peut créer entre 0 et 10 000 connexions avec un autre neurone. Donc vous imaginez bien quand vous avez un faisceau, les idées sont connectées sous forme de faisceaux de neurones comme ça. Quand vous avez entre deux neurones 500 connexions et 5000, ça n'a pas la même force dans le temps. Comme le cerveau se reconfigure en permanence, si une information n'est pas utilisée, n'est pas assez importante, bah, il va utiliser cette ressource pour autre chose. Plus vous avez de connexions, plus ça reste en mémoire. Donc il y a plusieurs façons de renforcer ces connexions. Le mind mapping en est une. Le fait de mettre de l'émotion de façon artificielle ou pas dans l'information qu'on veut mémoriser, c'en est une autre. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans le mind mapping aussi, avec des pictos marrants, des choses comme ça. Euh, donc plus on va faire ces révisions, plus les liens vont être forts et moins il y a besoin de réviser. Mais c'est au début que c'est dangereux, entre guillemets, en termes de perte. Donc c'est pour ça que je trouve que l'intuition de mon ami, c'est Vincent Delourmel, je ne sais pas si je l'ai cité, j'ai un doute.
qui travaille sur la mémoire. C'est lui qui m'a beaucoup initié sur le sujet, qui est un très bon ami aussi. Odile, est-ce que cela aide les gens qui ont un trouble de l'attention, TDA? Oui, tout à fait, complètement, parce que ça vous permet d'être beaucoup plus focus, beaucoup plus focus. C'est pas la seule chose à faire, mais comme on va à l'essentiel, qu'on dessine, qu'on passe rapidement d'une idée à l'autre, ça permet de maintenir plus ce- l'attention chez ces gens-là. C'est pas facile à dire, chez ces gens-là. Ok. Pas d'autres questions a priori? Je vois pas de micro qui s'allume. Eh ben, on va avancer. Je retourne sur la carte. Hop, c'est ici. Donc, on vient de voir un peu de théorie, les effets et les bénéfices dans quatre champs d'action. On va voir maintenant les usages. À quoi peut vous servir la carte mentale? Il y a des usages qui vont vous parler, qui vont vous concerner, d'autres pas du tout. Sachez que ça existe parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait. Et peut-être que vous vous retrouvez dans cette situation où, ah tiens, c'est vrai, avec Cyril, on avait vu, le mind map peut servir ici. Je vais pouvoir tester dans cette situation. Donc là, on va voir ces six domaines. Synthèse et prise de notes. C'est souvent pour ça que les gens viennent chercher le mind map. Synthèse et prise de notes et l'aspect gestion de projet dans le monde de l'entreprise. Souvent, c'est les deux grandes premières motivations. Apprentissage et mémorisation. Ça va laisser le prérequis, ça sera la synthèse et la prise de notes, vous l'aurez compris. La prise de décision, ça peut être très intéressant pour prendre des décisions. L'aspect communication, c'est ce que je suis en train de faire ce soir. J'utilise une carte mentale pour mieux communiquer. Et ça peut s'utiliser comme outil dans une démarche de développement personnel, de développement de, de, de connaissance de soi, etc. Avant de rentrer dans les usages, j'aimerais, et ça c'est extrêmement important, vous pouvez le noter quelque part, euh, mettre un bémol tout de suite sur tout ce que je vais dire. Ok. Le mind map est absolument fantastique. Il peut vous apporter euh, des bénéfices au-delà de ce que vous imaginez pour l'instant, parce que vous ne l'avez pas mis en œuvre. Par contre, ça n'est ni miraculeux, ça n'est pas la panacée. Et la maxime que j'aime utiliser, c'est l'outil n'est pas la compétence. Je vais vous parler par exemple de gestion de projet. Pour gérer des projets, c'est une énorme aide. Si vous n'êtes pas formé à la gestion de projet, ça va pas révolutionner votre vie en gestion de projet. Par contre, si vous avez quelques clés ou si vous êtes déjà, ça fait déjà partie de vos compétences professionnelles, vous injectez la carte mentale dedans, ça va vous rendre beaucoup plus efficace. Ok? Ça, c'est vraiment important. L'outil n'est pas la compétence. Alors, synthèse et prise de notes. Donc, j'en ai déjà parlé. Euh, Quand je parle de synthèse et de prise de notes, je distingue souvent ce que j'appelle le synchrone de l'asynchrone. Le synchrone, c'est quand vous allez prendre des notes, comme ce soir, par exemple. Vous êtes en direct. Une fois que l'information est passée, elle ne revient plus. OK? Donc, c'est des conditions particulières. Ça peut sembler être plus difficile. Moi, j'adore, c'est mon préféré. Ça me met dans un état de conscience particulier. Ça me permet de rentrer beaucoup plus facilement dans un état de flow. Tiens, j'en ai pas parlé ce soir, j'ai pas prévu d'en parler, mais la pratique de la prise de notes sous forme de carte mentale en direct comme ça va vous amener, une fois que vous maîtrisez l'outil, que vous n'avez plus besoin de penser à comment je fais mes branches, etc. En quelques semaines, ça s'est réglé, c'est vraiment facile. Si vous vous entraînez régulièrement sur la prise de notes synchrone, vous allez voir, c'est ce qui s'est passé pour moi. Vous allez très vite rentrer dans un état de conscience légèrement modifié, développer une espèce de super écoute, d'écoute active, là, quelque chose d'un peu particulier, et tout va devenir plus facile. Et l'asynchrone, c'est quand vous avez un support que vous allez synthétiser. Ok. Et donc, vous pouvez revenir dessus. C'est plus cool. Et ça vous paraît paradoxal. Pour moi, c'est plus facile le synchrone que l'asynchrone. Parce que je retrouve pas le même état quand je suis en asynchrone. Comme on a une béquille, c'est plus facile, hein. On est un peu plus dans son canapé. Et ça paraît plus facile. Et oui, c'est plus facile au départ. Et vraiment,
je vous invite à aller vers la prise de notes synchrone et développer cette compétence. C'est ça qui développe vraiment votre esprit de synthèse. Donc les applications concrètes, ça va être tout ce qui est formation, prise de notes en formation, en conférence, quand vous prenez des notes en réunion. J'ai déménagé il y a 2 ans, j'ai retrouvé mon tout premier carnet de notes, ça date de 2012-2013, je crois. Mes premiers cahiers où j'étais salarié à l'époque, où je prenais des notes en réunion. Et j'ai retrouvé mes tout premiers mind maps. Je peux vous dire, il y a de l'espoir pour tout le monde, hein. Vraiment. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. L'apprentissage du mind mapping, c'est une progression constante, en fait. Il faut bien partir de quelque part. Donc en réunion, ça, je le fais encore très, très, très souvent en entretien. Tous mes entretiens d'analyse de besoins pour des formations, des conférences, des accompagnements. Je fais, j'ai fait quasiment tout sous forme de mind map, parfois sous forme de sketch note, mais c'est très rare. Euh, Pourquoi sous forme de mind map? Parce que c'est bien plus précis. Je vais vous faire un aveu. En termes de plaisir, je préfère prendre des notes sur de sketch notes que de mind map. Parce que c'est plus libre, je peux m'amuser, c'est beaucoup moins contraint, c'est plus cool. L'avantage du mind map, c'est que quand vous avez besoin d'être précis, il n'y a rien qui flotte sur un mind map. Vous êtes obligé d'aller beaucoup plus loin en termes de synthèse parce que toutes les branches sont connectées. Vous devez savoir où vous mettez un mot et pourquoi vous le mettez là. Ça va créer la cohérence globale. Dans un sketch note, c'est beaucoup, hein, ça peut être un peu plus olé olé, c'est beaucoup plus cool. Mais on n'a pas cette rigueur même si la synthèse est efficace, c'est pas aussi efficace que le mind map. Et en asynchrone, ben, c'est tous les supports d'information que vous allez pouvoir consulter, que vous allez vouloir synthétiser sous forme de mind map. Donc bien sûr les livres, des vidéos, des podcasts, des cours. Alors quand je parle de cours, hein, je ne parle pas de suivre un cours, une formation, je parle de cours écrits, des prises de notes que vous avez prises de façon linéaire classique. Si vous avez un examen à la fin de l'année, par exemple, vous pouvez les transcrire en fur et à mesure sous forme de, de mind map, les réviser comme je vous ai dit, et ça marche vraiment bien. Euh, on verra ça dans mémorisation et apprentissage, justement. Et j'ai mis deux, etc., parce que c'est pas exhaustif. Vous voyez l'esprit, hein. Ça, en synchrone, c'est en direct. En asynchrone, c'est en différé, grosso modo. Vous avez le support avec vous, vous pouvez revenir dessus, c'est plus cool. Donc, premier usage, prise de notes synthèse. OK. Après, cette prise de notes, elle peut être dans différents contextes, personnels, professionnels, d'études, etc. Bien sûr, en termes d'usage, j'en ai déjà parlé dans les effets, hein, sur la mémoire. Quand vous êtes en situation d'apprentissage et de mémorisation, euh, ça change la donne, très clairement. Ok. Donc la première chose, c'est que ça va améliorer votre compréhension et ça va vous permettre de créer des fiches de synthèse réellement efficaces de vos cours. Alors, qu'on soit bien d'accord, une fiche de synthèse, ne faites pas comme ce que je faisais quand j'étais en troisième ou au bac pour réviser mes cours. C'est pas le cours du prof écrit en tout petit sur une fiche Bristol, en réécrivant quasiment tout le cours en tout petit, hein, sans sauter en 0,5 à chaque fois là, sur des feuilles, des fiches Bristol petits carreaux. Ça, c'est pas une fiche de synthèse, c'est le travail d'un scribe, un peu bête et méchant, de recopier le cours. Bon, c'est mieux que de ne rien faire, mais c'est pas efficace et c'est encore moins efficient vu le temps et l'énergie que vous allez consommer à faire ça. Donc vous allez vraiment avec le mind mapping, vous allez complètement switcher de façon d'appréhender l'information et de créer des fiches de révision vraiment efficaces que vous allez pouvoir mémoriser beaucoup plus facilement avec beaucoup moins d'efforts que ce que vous avez fait jusqu'à présent, hein, grâce aux réactivations telles que je l'ai évoqué. Les cartes plans. Les cartes plans, euh, j'appelle ça aussi les cartes boussole sur la synthèse de livres, par exemple. Avant de lire un livre que je vais approfondir, je fais une carte générale sur le bouquin en général. Euh, non, je l'ai pas là. Et j'ai pas pensé à vous la mettre, c'est pas grave. Je l'ai montré plusieurs fois dans les conférences ou les présentations, les formations sur la lecture efficace. Euh, je vais faire cette carte du livre globale pour qu'à chaque fois que j'étudie une partie du livre, je puisse savoir où je suis. Vous voyez. Et ce qui peut être vraiment sympa, j'ai conseillé ça à des étudiants, notamment en médecine ou en droit, vous pouvez utiliser là la carte numérique pour vous faire une espèce de carte boussole, une carte plan de l'intégralité des grands domaines. Ok.
Et ce qui est fantastique ensuite, c'est que vous pouvez faire des fiches de synthèse. Cette étape-là, c'est manuscrit, hein, fiche de synthèse. Vous allez pouvoir les scanner et les mettre sur des branches, comme j'ai fait ici. Vous vous souvenez de cette carte? Je vais montrer, hop, cette carte. Et ben, je pourrais très bien avoir le titre d'une partie d'une matière, et je peux enchaîner ici mes cartes de prise de notes de cours, en fait, de prise de notes de synthèse de cette façon-là. Et je peux les réactiver comme ça. Alors ça, carte plan, c'est pour des formations ou auto-formation un peu conséquentes, hein, sur des choses un peu denses. Ça vous permet de garder le fil. Moi, je me souviens, c'est des réflexions que je m'étais fait quand j'étais enfant. Euh, Au milieu de l'année, j'avais oublié ce qu'on avait fait avant, quoi. Et enfin, j'ai toujours trouvé ça dommage. Et ça vous permet de reprendre la main là-dessus, sur cette vision globale. J'en ai parlé du travail collectif. Euh, alors, on va en reparler dans la gestion de projet, le brainstorming, etc. Je crois que j'en ai parlé là. Euh, Pourquoi dans mémoire et apprentissage, quand vous êtes en formation, vous avez des projets à faire à plusieurs, euh, je vais pouvoir vous raconter un exemple que j'avais vécu il y a quelques années quand j'étais en formation de formateur, 9 mois de formation, euh, en mode toute la journée, hein, vraiment comme retour sur les bancs d'école. Et un jour, notre formateur de formateurs nous propose un exemple pratique. C'était dans un gros centre de formation et ils avaient une porte ouverte et c'était les élèves FPA, formateurs professionnels pour adultes, qui assuraient tout l'accueil et comment dire, c'est pas le suivi, mais l'accompagnement des gens qui venaient visiter vers les bons ateliers, tout ça. On devait faciliter en fait la visite du site en fonction des objectifs des gens qui arrivaient. Et donc on était divisé en deux groupes. Je sais plus combien on était une quinzaine, je crois, euh, entre 10 et 15. Et donc on a été divisé en deux groupes et on avait chacun une mission. Je sais plus quelle était la mission de l'autre groupe. Et nous, notre groupe, on avait comme mission d'organiser vraiment la partie accueil et la partie accompagnement sur le lieu. Et on devait faire ça toute la journée. Et donc, il fallait définir ce qu'on allait faire, où on allait le faire, qui allait le faire et quand il allait le faire. OK. Et donc là, ça commence à parler, à parler, à parler. Et puis, il n'y a rien qui émergeait. Moi, c'est le genre de situation qui me gonfle rapidement. Et j'avais pas mon ordinateur avec moi, j'ai pas utilisé Xmind, mais j'aurais eu Xmind, ça aurait été encore plus efficace que ce que j'ai fait. Là, j'ai pris juste un tableau blanc et un marqueur et j'ai commencé à noter les premières idées. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est exactement ça, cette notion de cristalliser les idées, de les rendre presque matérielles, palpables. On va s'appuyer là-dessus pour construire quelque chose. Plutôt que de chacun parle de son idée sans vraiment écouter ou sans intégrer ce qui est dit précédemment. Là, on note ce qui est dit précédemment, donc ça va être intégré dans la réflexion suivante. Et nous, en une demi-heure, trois quarts d'heure, c'était bouclé. On avait tout notre plan d'action qui était posé avec ce qu'on avait à faire, qui est les missions, les tâches précises qu'on avait à accomplir, qui devait le faire. On avait un tableau avec les heures, qui devait le faire, etc., qui devait faire quoi. On tournait sur les différents postes, etc. Les autres ont mis deux, trois fois plus de temps pour faire ça. Parce que quand on n'a pas cette capacité de synthèse dans le travail collectif, c'est beaucoup plus compliqué de s'entendre et d'avancer. Et là, il suffit juste de prendre Xmind, de mettre sur un vidéoprojecteur ou de se mettre, alors si c'est dans le cadre des études en général, on est deux, trois sur un projet, on se met deux, trois à table et puis vous mettez Xmind, vous commencez à discuter avec Xmind, vous posez les idées et la carte va émerger comme ça. Et encore une fois, hein, vous pouvez prendre les idées, les déplacer, mettre celle-là plutôt ici. Ah ben non, en fait, je vais la remettre là. Tout est beaucoup plus fluide en fait. Et ça va accompagner, la carte va accompagner votre pensée. Donc, situation d'apprentissage, là, je suis pas dans la mémorisation, je suis vraiment dans le- l'étape d'application du savoir en travail collectif. Ensuite, en gestion de projet, c'est aussi très très puissant. Vous allez pouvoir l'utiliser pour la planification et euh, même j'aurais pu mettre ça dans ce sens-là d'ailleurs. Hop, d'abord en brainstorming sur le projet, sur la phase préalable à la gestion du projet.
et vous pouvez être en mode radial, carte mentale comme ça. Alors Xmind ne le fait plus, mais si vous avez une utilisation vraiment professionnelle, vous avez un logiciel qui le fait très bien, c'est MindMaster de MindJet. Euh, ou alors vous allez chercher là, regardez dans Xmind, vous avez un petit onglet tout en bas, Legacy, Héritage, et vous avez Xmind 8 dans la version Pro qui le fait. Et ça devient un peu buggé avec les mises à jour des OS. Cette version-là n'est plus mise à jour, mais c'est quand même fonctionnel. Et donc, vous allez pouvoir affecter sur un sujet, ça, ce que j'appelle une branche en MyMap manuscrit, ça s'appelle un sujet, ok, en MyMap informatique, et vous allez pouvoir affecter à ce sujet des ressources, des dates, des temps, etc. Et en un clic, vous transformez votre carte en diagramme de Gantt. Pour ceux qui font un peu de gestion de projet, ça va vous parler, hein, avec les différentes lignes qui avancent dans le temps, les différentes étapes du projet. Donc ça permet d'avoir une réflexion globale et tac, en un clic, cette globalité de la transformer en quelque chose de linéaire. Parce qu'un projet, c'est quand même, bien avoir la vision globale, mais c'est quand même des étapes qui vont se suivre. Donc vous allez pouvoir faciliter la planification des différentes étapes. Puis pour le suivi des tâches, vous pouvez intégrer le suivi des tâches directement dans Xmind avec des systèmes de filtres, etc., qui sont très très puissants. Alors dans Xmind 8 ou dans Mind Manager. Euh, Moi, je n'ai pas été formé à la gestion de projet, donc je pratique pour mes propres besoins. Mais si ça fait partie de vos pratiques professionnelles, je pense que vous allez pouvoir connecter avec ce que vous faites déjà et ce que peut apporter le mind mapping très concrètement dans vos pratiques de gestion de projet. L'aide à la prise de décision, ça c'est vraiment intéressant. Ça aide à visualiser plutôt que de faire un tableau. Moi je préfère avoir cette vision en arborescence comme ça, de visualiser les différentes options. Et surtout quand vous faites ça, bon, c'est ce qu'on fait dans un tableau, mais c'est à appliquer aussi sur une carte mentale. Pensez à pondérer, avoir un système de critères pour pondérer les différentes options pour voir, in fine, ben, laquelle a le plus de points, laquelle remporte la meilleure note. Alors attention, ça c'est dépendant de votre capacité à choisir les bons critères en amont, hein. Autrement, ça va être biaisé par des mauvais critères. Euh, alors j'ai mis ça dans prise de décision, la résolution de problèmes, parce qu'effectivement, quand on a un problème, on a des actions à mettre en œuvre pour que le problème ne se reproduise pas, on a des décisions à prendre. Et là, c'est hyper efficace. On peut commencer sous forme de mind map. Si vous êtes formé à l'accidentologie notamment, il y a ce qu'on appelle le diagramme d'Ishikawa, le diagramme en arête de poisson, qui est très souvent utilisé. Et vous pouvez l'utiliser avec Xmind. Vous pouvez commencer en arborescence comme ça. Moi, je trouve que c'est plus sympa. Tac. Et en un clic, je vais vous le faire devant vous. En un clic, je vais traduire ça. Alors, bien sûr, on va choisir les bonnes branches de premier niveau, hein. En un clic, vous voyez, hop, je vais ici et je fais un diagramme d'Ishikawa de cette façon-là, où je vais avoir matière première, etc. Enfin, vous connaissez le diagramme d'Ishikawa. Vous pourrez en bout développer certaines pistes d'action ensuite. Bon, je ne vais pas rester en diagramme d'Ishikawa, je vais me remettre en carte mentale. Pour la présentation, c'est plus sympa. Mais sachez, vous voyez, avec le mind mapping, hop, en un clic, vous avez accès à ça. Pour la communication, donc un usage à prendre avec des pincettes quand même. Il y a des choses à dire sur la communication. Donc ça vous permet de clarifier le message, bien sûr, hein. C'est ce que j'essaye de faire, en tout cas, ce que je fais là. Si ça marche pas, je pourrais dire que j'aurais essayé. Si ça a marché avec vous, vous me direz, on pourra dire que je l'ai fait. Donc ça permet de clarifier le message en créant ce fameux système d'information, hein. Toujours pareil, chercher les idées clés, les structurer, les relier ensemble, faire ressortir la logique des liens de l'information, la logique, la hiérarchie, etc. Ça va vous permettre de clarifier ces idées et votre message dans la phase de préparation. Quel que soit le support que vous allez utiliser, même un PowerPoint plus classique, parce que ben, dans votre société, vous avez des présentations corporate à faire et ça passe par un PowerPoint, etc. Vous allez pouvoir préparer rapidement, ça va vite, hein, vous n'avez pas besoin d'habiller la carte, etc. Les grandes parties, les grandes idées, et quand vous allez construire votre PowerPoint, vous allez gagner énormément de temps, hein. Il y a aussi des méthodologies pour ça. J'avais développé pour le monde de l'entreprise à une époque. Euh,
Et je vous donne une astuce, ce que vous pouvez faire aussi, quand vous avez fini de préparer vos différentes slides, ce que vous pouvez faire, c'est habiller, illustrer juste les branches de premier niveau comme j'ai fait là. Vous repliez tout, vous exportez ça en format image et vous avez le plan que vous pouvez coller dans sur une slide PowerPoint ou Keynote si vous êtes dans l'écosystème Apple. Ça va être le plan que vous allez annoncer de votre conférence. Et là où ça peut être intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous allez passer de la première partie à la deuxième partie, et entre la dernière slide de cette partie-là et la première de cette partie-là, vous remettez cette carte. Ce qui permet aux gens de garder cette vision globale pour rentrer dans la vision plus détaillée de la deuxième partie. Vous voyez? C'est vraiment puissant de faire ça. Ça vous permet de mettre un peu de pensée visuelle si vous êtes contraint euh, pour l'instant, en tout cas, si vous êtes contraint par votre milieu à utiliser encore quelque chose d'assez linéaire. Vous pouvez remettre de la pensée visuelle et garder l'attention des gens sur ce qui vient et qu'ils puissent rattacher à ce qui a été dit. Et ça peut vous servir, j'en ai parlé, un support de présentation. Vous avez l'exemple sous les yeux, tout simplement. Comment on peut utiliser une carte mentale, surtout quand on fait ça. Vous ne balancez pas une carte comme ça, boum, avec toutes les idées. Ok? Tout est replié et vous dépliez au fur et à mesure. Euh, Si vous m'avez suivi sur la mémoire, pensez à notre mémoire de travail, notre mémoire à court terme, avec ce fameux empan mnésique, le chiffre magique 7 plus ou moins 2. Cette mémoire de travail peut stocker 7, en fonction des gens en moyenne, 7 plus ou moins 2, donc entre 5 et 9 informations simultanément. Donc si vous balancez ça et on a trop, on ne sait pas où regarder. Et de toute façon, les gens vont commencer à regarder la carte et vont arrêter de vous écouter. Alors que si vous repliez tout, c'est ce que j'ai fait, hein, on n'avait que les branches de premier niveau, ça vous permet de donner le plan de cette partie-là et vous allez aller progressivement de plus en plus dans le détail au fur et à mesure que vous parlez. Vous allez vous appuyer sur votre carte comme d'un logiciel de présentation. Alors le bémol, quand vous présentez de l'information sous forme de carte mentale, utilisez des cartes mentales numériques. Vous voyez, ça remet du linéaire. Contrairement à une carte mentale qui est assez foisonnante, si vos interlocuteurs ne sont pas rompus à la lecture de ce genre de carte, c'est pas le plus clair. Une carte mentale manuscrite, elle est super puissante pour celui qui l'a fait. Parce que c'est la vôtre, parce que vous allez pouvoir vous naviguer très facilement dedans. Pour les autres, c'est pas le meilleur outil. Il vaut mieux passer par la carte mentale numérique. Hein, c'est la deuxième application de la carte numérique pour moi. C'est la présentation. Et la première, c'est tout ce qui est travail de créativité, de synthèse, pas de synthèse, excusez-moi, de créativité et d'organisation des idées. On a besoin de modifier rapidement. Tout ce qui est synthèse, justement, prise de notes, mémoire, etc. Plutôt la carte manuscrite papier-crayon. Et le dernier usage, c'est dans une démarche de développement personnel. Vous pouvez faire ça tout seul, vous pouvez faire ça accompagné par un thérapeute, un coach, etc. Euh, S'il vous propose des exercices voilà, d'exploration, vous pouvez utiliser la carte mentale. C'est des choses qu'on fait en accompagnant avec Claudia. C'est très, très, très puissant. Euh, alors, sur des choses développement personnel et plus personnel que développement, entre guillemets, d'organisation, la planification d'objectifs. On enregistre cette conférence en ligne le 7 janvier. Si ce n'est pas encore fait, c'est le bon moment pour planifier votre année. Voilà, c'est le bon moment pour planifier votre année. Et je peux vous donner, par exemple, plutôt que de faire ça tout de suite par mois, commencez par les grandes thématiques et les grands achèvements que vous voulez faire cette année, ce qui vous tient vraiment à cœur. Et ensuite, vous pouvez faire une autre carte ou une sous-carte par mois et vous imbriquer les grandes étapes éventuellement pour avoir une vision globale de comment vous allez avancer. Ayez une vision très macro, ne rentrez pas dans les détails à cette étape-là, parce que cette carte sera fausse dans quelques semaines. C'est la planification et on ne suit, enfin à ma connaissance, on ne suit jamais un plan à la lettre. Il y a suffisamment d'imprévus, de choses qui arrivent, de mauvaises estimations du temps, etc. Ce qui fait que rester très macro, la précision, vous allez la faire au fil de l'eau. Ensuite, gestion du temps et des priorités. Une fois que vous avez les grands domaines,
Vous pouvez accompagner votre... J'aime pas trop parler de gestion du temps, moi je parle plutôt de gestion des priorités. Vous pouvez aller plus dans le détail avec une carte et affecter des temps, des ressources, etc. Et là, on va être plus dans le développement personnel, dans le sens développement personnel, développement de la personne. Euh, Quand vous avez des travails de réflexion à faire, vous pouvez les faire. Et là, euh, je vous invite vraiment plutôt à la faire de façon manuscrite, sans écran. Ça facilite l'introspection. Et ça va dépendre. Il y a plusieurs consignes qu'on peut donner hein, pour faire des cartes comme ça d'introspection. Euh, c'est vraiment extrêmement puissant parce que le fait de créer des liens comme ça, en laissant remonter les émotions, les souvenirs, les envies, etc. Encore une fois, ça dépend des contextes, ça dépend des consignes que vous avez, etc. Euh, Vous allez, grâce à l'association d'idées, en vous appuyant sur les idées que vous avez déjà notées, vous allez faire émerger des nouvelles idées qui étaient un peu dans le fond, ok? Ça permet de renverser toute votre boîte à idées avec des idées qui étaient un peu invisibles et vous allez réellement pouvoir créer des liens sur un deuxième ou troisième niveau que vous n'auriez pas eu à un premier niveau de réflexion. Ça peut amener des prises de conscience très très intéressantes, très intéressantes, sous la forme des idées et aussi sous la forme dont mais ça, il faut être accompagné par quelqu'un qui maîtrise un peu le mind map. La façon dont vous faites des cartes, ça dit beaucoup de choses sur vous aussi, sur votre trait. Ça peut être aussi un appui sur des traits de fonctionnement que vous n'avez pas forcément identifiés. Donc c'est un peu plus à la marge ici, mais sachez que c'est aussi très puissant pour ça. Est-ce que vous avez des questions pour les usages? Alors je vois que le chat a bougé. Alors Sarah, ok, merci beaucoup. Je dois vous quitter. Ok, intéressant. Je ressens une difficulté à identifier les éléments qui doivent être synthétisés, mis en branche, ressortir la logique, etc. Ça tombe bien, on a un module en soirée spécifique là-dessus, où on prend un texte et je vous montre exactement ce qui se passe en fait dans ma tête et on fait ça ensemble sur le reste du texte. C'est vraiment de l'habitude. Je peux vous donner une astuce quand même, une bonne pratique qui est malheureusement souvent oubliée. Avant de prendre des notes, avant de lire, hein, d'ailleurs, c'est un de mes principaux leitmotifs en lecture efficace, définissez clairement quel est votre objectif de prise de notes. Qu'est-ce que vous voulez prendre en note, à quoi ça va vous servir. Ok. C'est ça qui va vous permettre de tailler dans le gras après, dans ce qui vous vient. L'autre aspect, et c'est quelque chose qu'on pratiquera systématiquement pendant la formation, c'est préparer vos cartes. La préparation des cartes, c'est facile, c'est le cœur de carte et les branches de premier niveau. Hein. Et ça, c'est défini par votre objectif. On pourrait même dire l'objectif, c'est le cœur de carte. Et après, c'est des grands axes que vous allez avoir besoin d'explorer. Est-ce que vous avez d'autres questions avant je vous montre comment on monte en compétence en fait en mind map? Bon, moi, j'ai une question. Oui, Vous avez parlé des 7 règles oui. du mind mapping et je m'attendais à les voir d'ailleurs sur un mind map, mais vous les avez pas données. Non, Vous en avez c'est des parlé. choses qu'on va creuser. Alors, je peux vous le donner comme ça à la volée, mais chaque règle a des items et ça se fait en pratique. C'est vraiment le cœur de la formation. Ok, donc, on va D'accord. voir le cœur de carte, les branches, les mots, les pictos, la couleur, etc., etc. Ok. Ok. Et c'est pas les 7, c'est les 6. J'ai dit 7. Enfin, c'est 6 plus une en vérité. Je rajoute le Ok. Donc, matériel qui n'est pas une règle de construction, mais qui participe à la construction des cartes. Et le choix du matériel est important. Ok. Mais là, si on commence à rentrer dans le sujet, c'est pas une heure, ça fait 1 heure et demie déjà. J'ai un peu trop parlé, je pensais mettre qu'une heure. On a 4 heures, 4 à 6 heures à passer, quoi. Donc c'est pas le but, voilà, de rentrer dans tout le détail de la pratique. C'est ce qu'on fera en formation. Cette première conférence, c'est des conférences d'introduction. Je sais pas, Nico, si tu as déjà vu d'autres conférences que j'ai faites pour à d'autres occasions. C'est sur des modules comme le Pictomaster, Memory Camp, etc. Euh, cette première brique, je l'appelle comprendre pour apprendre. Je donne tous les éléments pour comprendre comment ça marche, ce que ça va provoquer comme effet, ce que vous pouvez attendre. Et ensuite, dans les modules suivants, donc là, ça va être sur une journée entière et la deuxième journée que j'ai décomposée en 3 modules. Plutôt que de faire 2 jours d'affilée, je fais une journée entière un samedi et 3 soirs par semaine qui sont enregistrés.
avec une semaine d'intervalle, ce qui permet de rester ensemble un mois entier quasiment, plutôt que 2 jours et de repartir dans la nature. Et de diluer la pratique et de vous permettre de pratiquer, d'avoir des feedbacks sur un temps plus long. Ok. Euh, et mince, j'ai perdu le fil. Et j'ai... Oui, donc, avant cette journée et les 3 soirées, on rentre dans le cœur du réacteur. Là, vraiment, on pratique et vous montez en compétences. Là, on n'a pas le temps de faire des cartes en 1 heure et demie. Ou alors, vous allez faire des cartes sans comprendre pourquoi et comment on les fait. Enfin, ça serait pas Ouais, intéressant. bien sûr, ouais, pas de problème. Ok, d'autres questions? Je passe à la suite. On a presque fini. Il me reste 2 choses. Je vous montre la façon que je préconise vraiment pour monter en compétence en mind mapping. C'est sûr, c'est éprouvé, voilà, c'est 100% de réussite. Il faut juste suivre la méthode. Si vous me connaissez, vous savez que je suis un peu méthodique en fait. Quand il y a une méthode qui marche à des étapes, il y a juste à les respecter. Je repars dessus et je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble une progression de carte mentale, la progression quand on apprend la carte mentale. Ok, je sors des usages et du coup, là, ça va aller vite. On va avoir 4 étapes: comprendre, apprendre, pratiquer et automatiser. Quel que soit ce que vous apprenez, souvent vous allez passer par ces 4 mêmes étapes. Comprendre, c'est quoi? C'est ce que vous êtes en train de faire ici et maintenant. Comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche, qu'est-ce que vous pouvez attendre. Le seul élément de compréhension qui vous manque et que je vais rajouter dans la formation, c'est la description complète des règles de construction. Vous allez appliquer tout de suite au fur et à mesure. On va pas voir toutes les règles pour faire des cartes parce que c'est trop. On en verra quelques-unes, on appliquera. Et on va utiliser uniquement de la méthode active, c'est-à-dire c'est la pratique d'abord. Je vous donnerai quelques éléments en début de formation pour commencer à jouer, entre guillemets, quelques billes pour commencer à jouer. Et ensuite, c'est par la pratique que vous allez expérimenter, réexpérimenter ces premières règles et voir les suivantes. Donc, un, c'est comprendre, de deux, c'est apprendre. Formez-vous et formez-vous sérieusement. Vous pouvez acheter des bouquins. J'espère que vous serez meilleur que moi. Je n'ai jamais réussi à prendre la carte mentale, ni le sketchnoting, ni aucun outil de pensée visuelle dans les livres. C'est très intéressant en post-formation, éventuellement. Ça vous permet d'approfondir certains éléments une fois que vous avez de bonnes bases techniques. Mais j'ai récupéré tellement de personnes qui avaient bidouillé avec 2, 3 livres ou 2, 3 vidéos sur Internet et qui n'y arrivaient pas trop parce qu'il manque les fondamentaux. L'avantage d'une formation bien construite, c'est qu'on pose vraiment le socle au départ. Et les fondations, quand les fondations sont solides, les murs vont se monter tout seuls après. C'est facile. S'il n'y a pas de fondation, tout est branlant et ça finit par s'écrouler, ça ne marche pas. Vous voyez, je vous ai dit par exemple, un mot par branche, ça fait partie des fondations hyper importantes. Une fois que vous êtes que vous faites la formation, donc c'est dense, c'est beaucoup de pratique. Ensuite, l'important, ça va être de pratiquer régulièrement, de multiplier, comme j'ai marqué, les expériences de prise de notes euh, dans plein de situations différentes. Ok. Et là, vous allez avoir besoin au départ un petit peu de consacrer du temps pour vous entraîner, un peu comme le sport, mais très peu. Rapidement, moi, ce que je vais vous inviter, c'est à faire des cartes dans votre quotidien. Ok. Que ce soit dans le domaine perso ou dans le domaine pro. Je vais vous donner un point d'attention important. Vous pouvez le noter, je le répéterai dans la formation. Si vous voulez progresser et vous sentir en sécurité et avec le moins d'inconfort possible, jouez sur les enjeux. Commencez par des cartes où il n'y a aucun enjeu. Un résumé de livre qui vous plaît. Je vous proposerai de pratiquer avec des conférences sur des sujets qui vous intéressent. Il n'y a pas d'enjeu. Vous pratiquez la carte et en plus, vous allez voir que ça marche. Vous allez vous améliorer. Et progressivement, vous allez rajouter des domaines où il y a de l'enjeu. Typiquement, moi, quand je prends des notes pour une analyse de besoin, c'est un vrai enjeu. Ok. Je le fais maintenant parce que je suis déjà à l'étape 4. Ce que j'appelle automatiser, c'est automatiser la construction d'une carte, la réflexion, les règles, l'application des règles, etc. Ça se fait naturellement maintenant. Ok. Et bon, j'ai de l'espace mental disponible pour traiter l'information sous forme de carte mentale parce que l'outil, je l'ai intégré. Et ça s'intègre par la pratique. Avec suffisamment de pratique, vous allez automatiser, ok, le fait de faire des cartes. Et ce que j'ai mis sur la première branche, c'est vraiment là, l'outil n'est plus du tout un facteur limitant. Au départ, ça l'est,
parce que vous êtes obligé de vous concentrer à la fois sur l'information et à la fois sur comment faire des cartes. Donc j'ai des astuces, vous verrez, que ça se passe très très bien. Mais n'allez pas faire des cartes avec fort enjeu tout de suite, parce que c'est le meilleur moyen de, de se planter sur l'apprentissage. Et vous allez voir que une fois que vous avez automatisé, vous allez développer des compétences à un haut niveau sur alors l'écoute. J'ai mis écoute, mais ça pourrait être la captation, ça peut être l'écoute active ou la lecture active. Cette façon très particulière de lire ou d'écouter en une vigilance particulière, ça va vous donner des capacités de synthèse. Ouais, je suis conscient, je vends du rêve, mais c'est à vous de le pratiquer, voilà. Et j'ai eu tellement de retours sur ces capacités d'écoute et de synthèse, et bien sûr, tout va être plus clair. Vous allez pouvoir clarifier de l'information. Il y a un avant et un après, en fait, quand vous pratiquez la carte mentale. Juste avant de vous montrer des cartes, c'est la page pub pendant 5 minutes, même pas, 2 minutes. Si vous voulez aller plus loin, donc, bah, vous le savez, mon métier, c'est formateur. J'aimerais faire ça gratuitement, mais je suis comme vous, hein. J'ai des factures à payer et je dois manger. Euh, du coup, je ne peux pas tout proposer gratuitement. Et j'aimerais vous amener sur mon site internet. La prochaine formation aura lieu très bientôt, au mois de janvier, si vous êtes disponible et motivé. Là, vous arrivez sur la page d'accueil et la conférence de ce soir. Euh, je mettrai sans doute le lien vers le replay ici. Et vous allez dans les formations, hop, en Zoom, et vous allez dans les formations mind mapping, hop, ici. Donc, vous avez un petit peu le descriptif du mind mapping, des choses que j'ai pu dire ce soir. Les objectifs, le programme. Tiens, je pense qu'il faudrait que je la refasse cette page. Je donne un peu plus de programme détaillé. Donc, ça sera le samedi 18 janvier, toute la journée. On sera toute la journée. Et ici, on va poser les bases vraiment. On va voir toutes les règles de construction à travers des expériences. Et ensuite, on aura 3 sessions d'approfondissement sur la clarification, sur comment mémoriser avec la carte mentale, comment organiser ses idées, etc., etc. Ok. Le prix, vous l'avez. Normalement, c'est une formation que je vends 500 euros. Sur la période du lancement, et là, c'est très court. Vous avez une grosse promo à 247 euros. C'est ce que j'avais fait la dernière fois et ce que je refais ici. Ok. Il vous suffit juste de vous inscrire ici. Vous remplissez les champs et c'est bon. Et maintenant, j'aimerais vous montrer, en suivant ce genre de formation, à quoi ça va vous amener concrètement. Et c'est la première fois que je le fais. Vous me direz si l'impact est intéressant. Une progression en mind mapping. Je vous ai mis des cartes, des premières cartes jusqu'à ce qu'on peut faire à très haut niveau. Ça vous donnera une idée du point zéro à l'infini, hein, et au-delà, comme dirait le dessin animé. La carte 1, première expérience qu'on fera ensemble, ça sera de ce genre de carte-là. Vous voyez, il n'y a pas de couleur, il y a plein d'erreurs partout. On commence la formation à 9 heures, à 10 heures, vous faites ça. D'accord? Et malgré ce genre de cartes qui sont loin de respecter les règles de construction au cordeau, on a quand même cette structuration de façon radiale là, de la carte avec le cœur de carte, les planches de premier niveau, etc. Et ces cartes sont pleinement opérationnelles, c'est-à-dire que la personne peut prendre des notes en entretien, restituer l'entretien de façon hyper structurée. Même ce que j'appelle en mode dégradé, c'est-à-dire que vous n'avez pas une haute maîtrise, c'est souvent la première carte, mais ça marche quand même. Ça marche quand même. La deuxième carte de la journée, on travaille à partir d'un texte, et vous voyez la différence entre le matin et l'après-midi. Et vous serez capable de faire des cartes comme ça. Une première, une deuxième sur le même sujet. Et en plus, je vous donne une astuce. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait des notes de synthèse, qui ont besoin de synthétiser à partir de plusieurs livres, de plusieurs sources. Je vous donnerai une astuce. C'est ce que j'ai utilisé au championnat du monde. J'ai décroché la médaille d'argent sur l'épreuve de synthèse de texte. C'est exactement la méthode que j'ai utilisée. Voilà. J'ai remporté la médaille d'or sur l'épreuve de conférence, voilà, en direct. C'est considéré comme la plus dure, mais moi, c'est ce que je préfère. La carte 3 qu'on fait sur qu'on fera sur le premier approfondissement. On approfondit les règles. Euh, on va beaucoup plus loin sur la séance d'approfondissement.
parce vous allez voir, il y a un certain nombre de règles, et pour chaque règle, il y a des critères à respecter. Et c'est tout à fait naturel, on ne peut pas tout voir d'un coup, et je ne donne pas tout d'un coup non plus, pour pas vous saturer. Et là, vous allez pouvoir faire des règles comme ça. Ça, c'est une prise de notes à la volée des différentes règles de mind mapping. Donc, c'est un contenu qui est un peu connu, que je vais vous redonner dans le désordre volontairement pour vous montrer. Donc, on l'a co-construit ensemble au départ, et après, vous allez capter et mettre en forme. Ensuite, vous allez pratiquer, pratiquer de temps en temps. Et ça, c'est des cartes que j'appelle praticiens. Donc, c'est une formation certifiante. À la fin de la formation, je vous envoie du contenu, des textes et des vidéos, et je vous propose de m'envoyer à minima 2 cartes. Si elles respectent les critères, vous recevez votre certification en PDF. Donc une carte praticien, c'est une carte de ce niveau-là. Ça, c'est la carte que je vous ai montrée. C'est une carte simple. N'importe qui est capable de faire ça. Il y a... Je, je peux même vous donner le contexte. C'est une carte que j'ai faite pour le TEDx que j'ai donné en 2019. J'avais une autre carte de présentation des règles de construction. Et elle était beaucoup plus fournie. Il m'avait demandé de la clarifier, de la rendre plus claire pour la projeter. C'est une carte que j'ai fait. J'ai dit 5 minutes, un peu plus de 5 minutes pour faire la carte en noir et blanc et 5 minutes pour la mettre en couleur et l'habiller. Parce que je maîtrise le contenu, parce que voilà. Mais en termes de difficulté technique, il n'y a rien là. C'est très très facile. Ça, c'est une carte que j'ai reçue de quelqu'un qui a fait la formation. Voilà. La journée, enfin, c'était un jour ou 2 jours à l'époque, je ne sais plus. La journée et les sessions d'approfondissement, ou les 2 jours. Euh, et qui m'a. Bon, ça doit être. Alors, je sais pas sur quoi ça. Les échangeurs thermiques, sans doute un cours, ok, une formation. Et ça parle à la personne. Ça respecte pas à 100% les règles de construction, mais ça est très efficace pour lui. Voilà, et c'est ce qui est important. Une autre carte, un peu dense. Alors, c'est un bouquin, Les clés du savoir, je sais pas ce que c'est, sur du hacking. Et donc, c'est le résumé d'une personne de tout un livre, des idées clés de tout un livre. Ok. Donc, vous, ça va pas vous parler forcément, moi non plus. Pareil, il y a des erreurs de technique, il y a des erreurs de, de synthèse, à mon sens. Il y aurait moyen de faire mieux. Mais c'est mieux, beaucoup mieux que la prise de notes linéaire. Et en pratiquant, bah, vous améliorez. Là, typiquement, je pense que ça vaut le coup pour ces 2 branches de faire des sous-cartes, par exemple, comme j'ai fait de façon numérique, pour pouvoir déployer mieux l'information. Et puis après, pour les plus motivés d'entre vous, vous avez les cartes de maître praticien. C'est des cartes qu'on peut faire, on ne le fera pas cette année, mais si ça vous tente, l'année prochaine ou dans le courant de l'année, si on fait quelque chose pour les championnats du monde, on verra. Euh, Tout le monde passe par ça, hein. Le début, c'est la formation, voilà. Tout le monde passe par ça. Mais ensuite, on a un programme de formation sur 8 semaines pour devenir vraiment excellent en mind mapping, sur le fond et sur la forme. Ça, vous reconnaissez? C'est la carte des règles de construction. C'est Anna, qui était au dernier championnat de France, qui a gagné une ou plusieurs médailles d'ailleurs. C'est un des premiers exercices, c'est un des exercices qu'on fait faire. On refait des exercices du niveau praticien, mais avec un autre niveau du coup. Voyez. Et cette carte, elle est bien, mais elle a rien d'extraordinaire. Voilà, c'est du praticien plus plus, quoi. Mais avec un peu de pratique, tout le monde est capable de faire ça. Vous allez avoir des cartes comme ça qui sont beaucoup plus artistiques ici. Ça, c'est pareil, c'est Esther était dans notre équipe l'année dernière. Et pareil, qui a décroché plusieurs médailles de mémoire. Je ne sais plus qui a gagné quoi. Il y a 3 épreuves, donc il y a 9 médailles. Et on a eu 6 sur les 9, vous voyez, l'année dernière. 6 ou 7, je sais plus. Non, non, attendez, je raconte n'importe quoi. Il y avait 2 ou 3 épreuves. Il y avait peut-être que 2 épreuves au championnat de France. Donc ça fait 6 et ça fait 4 sur 6, vous voyez. Euh, et donc si vous avez une appétence pour le dessin, le côté artistique, je vais vous dire un truc, c'est pas mon truc. Ok? Mais c'est quelque chose que vous pouvez très bien intégrer sur vos cartes. Et si vous n'avez pas, il n'y a pas besoin. On peut faire des cartes très très correctes sans avoir un grand niveau de dessin. Ceux qui ont suivi Pictomaster Personnage, vous avez il y en a parmi vous qui l'ont fait? Je crois, hein. Oui, Brigitte, il me semble. Voilà, Brigitte, Geneviève. On fait des choses super, hein, en termes de personnages qu'on ne croit pas capable de faire. C'est juste de la méthode. C'est pas des personnages comme ça, c'est plus simple, mais ça a quand même un super impact. Etty, j'ai plus, c'est un surnom, j'ai plus le prénom d'Etty.
Vous voyez, une carte, pareil, il n'y a rien de... Techniquement, c'est une carte qui est sympa. C'est niveau praticien, mais c'est tout à fait faisable. Tout à fait faisable. Alors, donc là, il y a un gros travail sur les polices des branches de premier niveau, du contenu des branches aussi de premier niveau, des patterns, etc. Oh, ça, c'est une vieille carte. C'est Leila, ça date de 2020. J'adore cette carte sur Montessori. Pareil, Leïla, elle a fait les championnats de France et des championnats du monde, peut-être. Elle a gagné une ou plusieurs médailles, Leïla aussi. Et ça, c'est une carte sur un thème libre, Montessori. Elle a développé sa carte comme ça. On peut faire des choses sympas, hein. Et la dernière, je l'adore parce qu'elle a une histoire. C'est Angélie, vous connaissez peut-être Angélie Torres. C'est une amie qui vit en Suisse et elle détestait le mind mapping. Elle détestait le mind mapping. Elle s'était formée avant moi, et elle s'était formée vraiment dans le cursus Busan. Et elle n'a jamais réussi à faire de cap, elle détestait ça. Et elle est venue se former avec moi au sketchnoting. Et elle a adoré. Et je lui ai dit, tu sais, le mind mapping, tu devrais t'y remettre, c'est vraiment... sketchnoting, mind mapping, c'est hyper complémentaire en fait. Et le mind mapping, l'avantage, c'est que ça structure vraiment bien les idées. Et du coup, elle est venue refaire une formation de praticien avec moi. Et c'était une révélation. Elle a adoré le mind mapping. Et elle s'est inscrite pour les championnats, elle a suivi les 8 semaines. Et elle faisait vraiment des cartes, ça ressemblait plutôt à ça, ces cartes au départ, avec un peu de couleur, vous voyez. Et au final, elle s'y est mise, elle a réussi à faire des cartes comme ça. Pareil, elle a remporté des cartes au championnat de France, je crois, championnat du monde, des médailles, pardon. Elle a réussi à rencontrer des podiums. Alors, pour la petite histoire, elle a frôlé la troisième place avec cette carte. Il y a eu une erreur énorme dessus, malheureusement pour elle. Et quand on est à ce niveau-là de réalisation, chaque détail compte. Et elle était en deuxième ou troisième place en finale. Et après, les arbitres seniors, on regarde et on refait les trois premières places pour voir, on fait la finale en fait, pour voir vraiment quelles sont les meilleures cartes après l'évaluation de la grille. Et elle était en deuxième ou troisième position et elle a fini malheureusement quatrième à cause de ça. Je peux vous dire qu'elle n'a plus jamais refait cette erreur après. Mais c'est sympa sa carte, voilà, sur la neurodanse. Donc toutes ces cartes-là, c'est volontaire, hein, c'est pour vous dire que bon, ça c'est tout à fait faisable. Ça c'est un niveau un peu plus avancé. On est à la limite de l'illustration là, hein, sur le cœur de carte. Mais tous ces gens-là, ils sont partis de là, ok? Et ils ont fait ce cheminement en fait, hein. Et tout le monde, on commence par un point de départ. Et vous voulez voir mes premières cartes? Après, on va se quitter. Vous allez les voir? Donc, il est là, non, mais attendez. Bon, facilement. Je n'ai pas prévu de vous montrer ça ce soir, mais il est là. Ah, j'ai des cartes de mon fils aussi. Je peux vous montrer ça rapidement. Mes premières cartes, alors, elles sont où? Avant, je prenais des notes comme ça. Donc ça date de avril 2011. OK? Je prenais des notes comme ça. Comme tout le monde. OK. Et puis, je me suis intéressé au mind mapping. J'ai jamais réussi à en faire et je faisais des cartes, uniquement des cartes informatiques. Un jour, j'ai fait une formation parce que ça m'énervait. Je voulais absolument comprendre comment ça marchait. Ma toute première carte, elle date de février 2012. Première carte en situation, hein, vous voyez? Et ça donne ça. À l'époque, c'était en réunion, j'étais avec mes collègues et je n'osais même pas sortir mes feutres. Voilà. Et ça a évolué. Donc les premières cartes, c'est très moyen, hein, vous voyez, voilà. Mais c'est quand même efficace, hein. Je récupérais les informations. Maintenant, il n'y a plus rien de confidentiel, ça fait plus de 10 ans. Mais des fois, ben voilà, ça peut arriver, il n'y a pas assez d'éléments, donc ça se finit comme ça. Voilà, et puis vous voyez, ça s'améliore un petit peu au fil de l'eau. Là, c'est un petit peu mieux. Je sors un petit peu, là, ici, il y a même un schéma, vous voyez. Je suis un peu de la... Quand je vois ça, il y a des défauts partout, ça aurait pu être beaucoup plus efficace. Vous voyez, quand je suis en formation et que je m'ennuie, je fais des pictos à côté, voilà, quand j'ai de la place.
Donc ça, ce sont mes premières cartes. Et maintenant, je fais des cartes au quotidien. Enfin, c'est vraiment devenu une seconde nature. Un dernier partage que j'ai pas fait, j'aurais pu, mais je voulais pas non plus que ça dure 2 heures. Et on y est presque. Je raconte souvent cette histoire de mon fils, vous la connaissez peut-être, qui a passé son bac et qui voulait pas entendre parler de carte mentale jusque-là. Parce que plutôt très bon élève, donc complètement adapté au système scolaire. Et puis, à quoi bon faire des cartes, quoi? Ça marche comme ça. Sauf qu'au bac en histoire, je crois qu'il y a 2 ans à réviser, première et terminale. Et même si on a une bonne mémoire naturelle, ben, si on veut décrocher une bonne note, faut travailler un peu, quoi. Il y a un travail de mémorisation à faire. Et il est naturellement efficient, mon fils. Voilà. Donc, j'ai un efficient, c'est un feignant intelligent. C'est quelqu'un qui veut pas passer, mettre trop d'efforts alors qu'on peut faire des choses facilement. Et c'est lui qui est venu me voir. Il m'a dit, est-ce que tu pourrais me montrer le mind mapping pour l'histoire? Je dis, ah bon, ça t'intéresse? Et du coup, on a fait ça ensemble et j'ai fait une première carte avec lui. Je sais même plus laquelle c'était. Ça devait être celle-là. C'est pareil, ça date de quand ça? Je les ai pas datées. Ah, c'est dommage. Ça date de 2017 ou 2018. Et donc celle-là, je pense que c'est moi qui ai écrit. Ça doit être une des premières. Celle-là, on l'a faite ensemble. Donc je lui ai expliqué comment ça marchait, etc. Vous voyez. Et après, il a fait ses cartes lui-même, comme ça. Donc les premières, il venait me voir. Et vous voyez, mais ces pictos, c'est les pictos qu'il a fait lui-même. Et du coup, quand il va visualiser la carte pour réviser, la grue, elle va revenir facilement. C'est lui qui a trouvé l'idée, qui a exécuté l'idée, etc. Et donc, il a fait, je sais pas si j'ai toutes gardées, mais il en avait une dizaine. Non, je les ai pas toutes là. Ah si, parce que elles sont recto verso. J'en ai là. Voilà. Donc, il a fait plein de cartes comme ça. Et il les a révisées en révision qu'on appelle multi-épisodique. C'est-à-dire qu'il a utilisé les révisions espacées avec ses cartes mentales. Et à côté de ça, il a d'autres expériences d'apprentissage sur la même information et regarder des reportages sur son programme d'histoire. Il avait ces deux leviers. Et résultat, je peux vous dire qu'il n'a vraiment pas transpiré. Il a eu, je crois que c'est 18 ou 19 en histoire au bac. C'est plutôt une très bonne note. Voilà. Donc même si, bon, il est plutôt très bon, je pense que ça a aidé en termes de mémorisation des informations. Alors Jean-Paul, je vois qu'il y a des questions. Message clair et intéressant. Toutefois, une ou deux questions. Comment peut-on s'y prendre pour synthétiser tout un chapitre d'ouvrage ou un cours? Ce qui semble difficile à gérer dans ce cas, c'est l'abondance de la matière. Faut-il par exemple préparer plusieurs cartes mentales? Alors ça va dépendre du volume d'informations en fait. On va faire une ou plusieurs cartes. Ça va dépendre si c'est en direct ou si c'est à partir de vos notes. Donc ça représente tout un chapitre d'histoire, hein. Donc c'est plusieurs feuilles A4 écrites du début en linéaire. Voilà, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Pour vous donner un petit peu une idée de ce... Et la carte, elle n'est pas hyper dense, hein. J'ai encore pas mal d'espace en haut où j'aurais pu mettre d'autres informations s'il y avait eu besoin. Donc là, ça va dépendre du contexte de la matière qu'il y a au départ. Et on peut très bien utiliser le principe des sous-cartes que j'ai utilisé avec Xmind. Vous vous souvenez, j'avais ma carte principale, je cliquais, j'avais ma sous-carte, etc. On peut très bien avoir une carte globale avec les différents chapitres, les grandes idées des différents chapitres qui vont correspondre plus ou moins aux branches de premier niveau après. Et chaque branche de premier niveau, ben, ça va être une carte à part entière. Voilà. Ou je peux avoir une carte globale sous Xmind et chaque sous-carte, c'est une carte manuscrite. On pourrait éventuellement aussi imaginer ça si vous voulez gagner un peu de temps. Euh, et après, comment on s'y prend concrètement? Ça, c'est de la pratique. Ça, c'est typiquement ce que vous allez faire dans la formation. Et notamment la carte du panda là, que vous avez vue, vous allez voir concrètement comment on va chercher les idées clés. Alors désolé, je dois partir. Les portes de mon quelque chose se ferment. Merci pour les fondamentaux. Bonne soirée. OK. Merci Nadia pour ta participation. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez activer vos micros avant qu'on se quitte. A priori, c'est bon? Pas de questions? OK.
Mais écoutez, si vous voulez aller plus loin, vous avez l'adresse. Je mettrai le replay de la conférence demain en ligne. Profitez du tarif, c'est comme d'habitude, hein. Je fais un tarif pour les premiers inscrits, puis dans les jours qui viennent, j'augmenterai au tarif normal. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. S'il n'y a pas de questions, tant mieux. Si vous avez d'autres questions qui émergent, il y a l'email. Euh, Pensez à vous inscrire aussi au groupe Telegram de la tribu des déficients cognitifs pour me poser des questions. Vous pouvez y accéder ici. Je retourne sur mon site. Ça, c'est tout gratuit, hein. Hop, vous avez mon site qui s'affiche. Voilà, vous allez là. Hop, vous inscrivez ici. Vous suivez le process. Vous avez une initiation sur l'efficience cognitive avec 10 fiches pratiques, 10 vidéos, etc. Et vous êtes convié à vous inscrire à un groupe privé Telegram gratuit. Alors pourquoi privé? Parce que je veux pas avoir du tout venant, entre guillemets, qui vient spammer avec des crypto-monnaies, etc. Donc c'est un groupe qui est assez restreint, il y a quelques centaines de personnes. Et c'est là où je poste mes actualités, mes pratiques, des bonnes astuces. Et vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, ok, directement sur Telegram. Et en général, j'y réponds soit sur Telegram, soit par mail, si vous m'écrivez un mail, ou ça m'arrive aussi de faire une vidéo en direct dans les directs de YouTube, hein. Je réponds aux questions. Si la question, je la trouve pertinente et que la réponse peut aider le plus grand nombre, ben, autant répondre à tout le monde. Voilà. Autant faire profiter la réponse à tout le monde plutôt. Ok. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Je vois qu'il n'y a pas eu d'autres questions. Ok, ben, avec plaisir, si vous nous rejoindre le 18. Et bah, au plaisir de vous accompagner sur la prochaine formation Mind Mapping ou la prochaine. On se retrouve sur la chaîne YouTube, sur le site, sur la chaîne, le canal Telegram. Voilà. Au plaisir d'échanger. Belle soirée à vous. Au revoir.